La Bibliothèque du cinéma est ravie de vous accueillir ce soir pour sa première rencontre de l'année avec la Cité européenne des scénaristes. Donc c'est un réel plaisir pour nous de prendre part à la promotion des métiers du cinéma, notamment à travers la mise en œuvre de ces masterclass. Donc ce soir nous accueillons Chloé Pey et Sébastien Thibaudot, j'ai pas écorché votre nom, j'espère. Deux scénaristes qui changeront autour donc, de la série d'animation Miraculous. Donc je vous remercie d'être parmi nous ce soir, c'est un grand plaisir, et je remercie également la Cité des scénaristes pour son soutien. On est super content d'organiser toujours ces masterclass avec la bibliothèque. On est aussi très heureux d'avoir Sébastien et Chloé parce qu'ils ont participé à la deuxième édition du Centre de compagnonnage, qui est une formation professionnalisante pour scénaristes qui ont déjà une formation en scénario et qui veulent un peu un gros boost en fait, d'insertion professionnelle. Donc ils sont insérés dans un projet, et donc en fait Chloé était insérée dans l'équipe d'écriture de Miraculous sur la saison 6, et donc ils sont restés 3-4 mois ensemble à écrire comme ça, et voilà, donc on est très contents. Ils vont parler de toute cette aventure Miraculous, et du tout début de l'épisode pilote où Sébastien était là dès le début jusqu'à la saison 6 où Chloé a participé. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, merci d'être venu. On ne sait pas par où commencer du coup. On va pas raconter. On raconte à la fin notre histoire en fait. Donc on va vous raconter un petit peu à travers la direction d'écriture qui est mon travail. Voilà. L'histoire de la direction d'écriture, mais à travers le projet de Miraculous. Hein, c'est ça à peu près ? C'est ça. Voilà. Et si je dis n'importe quoi, Chloé me relance, me dit d'arrêter de dire n'importe quoi. Je sais. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter, parce qu'on ne se connaît pas, ou alors je ne me rappelle plus. C'est peut-être dans des situations qu'on a oubliées les uns et les autres. Et c'est important, enfin, je ne vais pas raconter 100 ans, mais je pense que c'est important dans la façon dont ensuite, c'est ce qu'on s'est dit, dont j'exerce mon métier de directeur d'écriture. Avant qu'on comprenne ce que c'est comme métier, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESRA à Paris, et je ne viens pas du tout de Paris. Je suis un provincial qui connaît absolument personne dans la profession, comme quoi. Ça peut arriver. Et ce que j'ai fait quand j'ai commencé l'école, en fait, je me suis dit, moi, je voulais faire du son, ce qui n'a absolument aucun rapport avec la choucroute. Et comme l'école, on vous demande de faire, pour ceux qui font, je sais qu'il y a des étudiants ici, des fois on vous demande de faire un peu tout et n'importe quoi, hein, de faire du son, de l'écriture, etc. J'ai écrit un scénario, on m'a dit, oh bah tiens, c'est bien. Je dis, ah bon ? Elle m'a dit, oui, en plus tu vas le réaliser. Ah merde, j'ai pas prévu ça. Donc je l'ai réalisé, et ils m'ont dit, ah bah c'est vachement bien. Ah bah tiens, on va t'en faire réaliser un autre. Je dis, ah bah merde alors. Et du coup, il me faut une autre histoire. Ils me font, oui, je sais pas, j'ai pas d'histoire. Je savais pas écrire, donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à écrire. Et à travers l'école et à travers tous les projets professionnels, je vais les faire rapidement parce que ça commence à faire quelques années, que j'ai exercé dans la production, dans la fabrication de séries ou de films ou de documentaires, puisque j'ai fait à peu près tout, et de clips, même à l'époque. J'ai touché à tous les métiers en fait. Et ça, au début, on se dit, tiens, je fais pas le métier que j'ai envie de faire. Alors vous allez me dire, mais tu savais pas ce que tu voulais faire, puisqu'en fait, tu viens de nous dire que tu voulais faire du son, et que là, tu fais du scénario, et que ça n'a rien à voir. Eh bien, en fait, petit à petit, d'avoir fait un peu tous les métiers, ça fait qu'aujourd'hui, quand j'exerce mon métier, eh bien, je sais quel est le métier des autres. Et de savoir quel est le métier des autres, vous allez le voir, dans le métier de directeur d'écriture, c'est très important. Parce qu'en fait, on est un espèce de lien entre tout le monde. En tout cas, dans la société où je suis arrivé à un moment donné, il y a 12 ans, j'ai fait rapide là. Il y a 12 ans, en fait, je suis arrivé chez Zactoon, qui est une société de production qui commençait. Et Zactoon n'avait encore produit et mis à l'antenne aucune série. Et le producteur, qui est fou, et c'est ça qui est génial, a cru que j'étais moi aussi fou. C'est ça qui est génial. Et en fait, on s'est dit, ah, c'est génial, on va travailler ensemble. Et il n'avait absolument aucune structure de rien du tout. Et il m'a dit, tiens, je te donne les clés, tu fais ce que tu veux. Ah, j'ai dit, ah bah merde, alors ça, un mec qui me dit, tu fais ce que tu veux, ça, c'est pas tous les jours dans la vie. Du coup, je l'ai pris au mot et je lui ai dit, ok, je vais faire ce que je veux. Et donc, très rapidement, je lui ai dit, on va commencer déjà par faire un truc qu'on fait jamais, c'est qu'on va mettre en avant les scénaristes dans notre métier. Et d'habitude, scénaristes, on les prend pour écrire un scénario et puis on leur dit, va-t'en. Et puis, on les paye pas très bien. Et donc, j'ai dit, bon, on va faire le contraire, on va faire en sorte que les scénaristes soient bien payés et qu'ils restent tout le temps. Et a priori, ça a plutôt bien marché jusqu'ici, à voir pour la suite. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé chez Zactoon. Et effectivement, Jérémy m'a donné les clés de la maison, en tout cas sur l'écriture. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'en fait, en général, il y a plein de gens qui font le même métier que moi,
et ils ont du mal à aller au bout de leur métier parce qu'en fait ils n'ont pas ce qu'on appelle le bâton du pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas le pouvoir d'aller vers les diffuseurs, vers les partenaires, vers tous ceux qui travaillent sur une série. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent et d'imposer leurs idées en réalité. Parce qu'on leur dit attention, tu vas froisser le diffuseur, attention ci, attention ça. Et mon producteur m'a dit, tu fais ce que tu veux, l'important c'est que le produit à la fin ce soit le meilleur du monde. Je dis ok, pas mal mec, donc on va faire ça. Et on a fait ça. Et pour le faire courte et pour passer tout de suite à Miraculous et à travers Miraculous voir ce que j'ai fait en tant que directeur d'écriture et scénariste sur cette série, quand je suis arrivé chez Actoon, j'ai fait une série qui s'appelle Kobushi. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Personne. Voilà, ça prouve qu'elle a vachement bien marché. Ou alors vous étiez pas mis, on va dire ça. Et cette série qui était diffusée sur Gulli, pas très longtemps, a marché quand même, mais bon, on a changé de directeur à l'époque, donc ça n'a pas fonctionné comme ça sur la chaîne. En tout cas, cette série, nous, on en était très contents. Et le producteur aussi, puisqu'on l'avait faite rapidement et bien, et tous les scénaristes étaient contents. Et à cette époque-là, il me dit, bon, écoute, j'ai un autre projet. Et alors celui-là, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le vendre, et pourtant, ça a l'air pas mal. Et donc, il me sort ce truc-là, qui s'appelle Ladybug, et à l'époque, il y a un dessin d'une fille en costume de coccinelle et d'un garçon en costume de chat, et ils sont sur les toits de Paris, c'est la nuit, etc., et ils se poursuivent. Je sais pas pourquoi. Et je lis le document, et il me dit, dis-moi ce qui marche pas, parce que ça fait des années qu'on essaye de vendre ça, et tout le monde s'en fout. Chaque fois on me dit, mais non, c'est infaisable, c'est nul, c'est pas intéressant, et je dis, ah, bon, alors je lis le truc, et en fait, je me rends compte surtout que le problème, c'est que je suis chez un producteur qui veut faire du dessin animé pour les enfants, et qu'en fait, le projet que j'ai entre les mains, c'est pour les adultes. Et donc, ça marche pas. Et c'est là qu'intervient mon métier de directeur d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, moi, alors, on appelle ça aussi des fois un script doctor, quand c'est juste d'analyser pourquoi un projet ne marche pas. Mais moi, à l'époque, il m'engage vraiment comme directeur d'écriture. Il me dit, voilà, ton rôle, ça va être de prendre ce document-là, qui faisait une 40aine de pages, qui racontait plein de choses, sauf ce que ça raconte aujourd'hui, et il me dit, fais en sorte que ça devienne un projet que je peux vendre aux chaînes de télé, et moi j'aimerais que ce soit pour TF1 et pour Disney. Je dis, ah ouais, effectivement, on était très loin du compte. Et donc, je me mets à travailler à cette époque avec Thomas Astruc, qui est le créateur du concept originel, et je lui dis, écoute, alors au début je ne veux pas travailler parce que je trouve que le concept est trop compliqué, et que je sens qu'il a envie quand même de faire une série pour les adultes. Et ce qui est tout son droit, c'est aujourd'hui, d'ailleurs ça existe beaucoup plus, et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a 12 ans c'était compliqué de faire une série que pour les adultes en dessin animé. Les Japonais le font depuis très longtemps, ils le font très bien, mais en tout cas, il y avait pas, on ne se rend pas compte, c'est finalement le temps passe très très vite et les choses changent très très vite, mais aujourd'hui les plateformes qui nous offrent des fenêtres de diffusion différentes, pour des publics différents, ça n'existait pas comme ça. Donc à cette époque-là, vraiment c'est très compliqué, et on n'a pas d'argent pour faire ça en fait. Ça existe déjà, mais en gros on va nous donner de quoi faire à peine la moitié du quart d'un épisode, tel que là en tête mon producteur qui veut faire la plus belle série du monde en 3D, avec un grand studio, avec l'Ato Animation déjà qui est partenaire, enfin un truc de ouf. J'ai dit non, ça va pas le faire. Donc, au début, le créateur de la série me dit écoute, moi non, je veux faire ça, et en fait, je me dis ça va jamais le faire, on va jamais s'entendre, ça va jamais être une bonne série, et il sait pas encore qui je suis. En fait, je l'interroge sous une fausse identité, une identité secrète. Et on est sur une terrasse, et à ce moment-là, il y a une coccinelle qui se pose entre nous deux. À l'époque, on fume tous les deux, depuis on a arrêté. Et donc, à côté de ce cendrier se pose une coccinelle. Et là, je le regarde, le mec ne sait pas qui je suis, il ne sait pas que j'ai lu son document, il ne sait pas que j'ai dit tout le mal que j'en pensais, puisque pour moi, c'était pas une série pour les enfants. Et là, je me dis, ouais, quand même, coccinelle qui vient à ce moment-là, c'est quand même chelou, quand même comme histoire. Et je me dis, bon, attends, je vais relire quand même son document une fois, je le relis, je le revois, je lui dis, écoute, c'était moi, la personne déguisée. Et il me dit, ok, moi je suis chaud. C'est quoi, viens, on peut changer les trucs. Je lui dis, par contre, il y a un truc qui est génial dans ton histoire, c'est cette fille qui aime ce garçon, et ce garçon qui aime cette fille, mais en fait, comme quand il l'aime, elle est déguisée, il sait pas que c'est elle, qui est à l'école, et jamais il n'acceptera qu'elle l'aime à l'école, puisqu'en fait, quand ils sont à l'école, ils sont pas déguisés. Et comme ils sont tous les deux très fidèles, qui veulent pas tromper leur futur amoureux, du coup, ça ne marchera jamais. Est-ce que j'ai bien pitché la série? Ça va? Tout le monde connaît la série ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît pas? Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que vous voyez à peu près de quoi ça parle? Donc en fait, l'idée originale que je trouve à l'époque dans cette série, c'est que contrairement aux séries de super-héros américains, il y a de la comédie romantique. Et la comédie romantique, c'est très français. J'aime beaucoup. En fait, c'est un genre que j'adore. Et en plus, le producteur a demandé à Thomas de changer une chose. Thomas, à l'époque, ne fait que se plier au marché. Dans le marché, on disait souvent que c'était bien qu'une série se passe dans un endroit neutre, dans un pays qui n'existe pas,
Au mieux dans les États-Unis, qui est vraiment le pays du monde, qui est quand même le plus neutre possible. Bref, et Jérémy dit non, vas-y, oublie, c'est Paris. Jérémy, le producteur, donc le patron de Zactoon, la société pour laquelle je travaille depuis 12 ans, est amoureux de Paris, mais comme rarement quelqu'un est amoureux de Paris. Il aime chacune des rues de cette ville. Et donc il dit non, il faut que cette série, ce soit une déclaration d'amour à Paris, et dans le monde entier, quelle est la ville la plus visitée au monde par les touristes? C'est Paris. Et donc il se dit non, c'est Paris, plus on garde juste l'histoire d'amour et tout le reste on jette et on retravaille. Thomas était d'accord, on a retravaillé, et à partir de là, à l'époque, on va voir TF1 qui est aussi d'accord, qui dit ok, retravailler la série. Et donc, quel est le travail du directeur d'écriture à cette époque? J'arrive tôt et j'ai la chance de faire une chose, et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire s'il y avait des producteurs et qu'un jour vous deveniez producteur ou productrice, n'hésitez pas à faire ça, c'est de laisser la personne que vous mettez à la direction d'écriture s'emparer de l'œuvre. Quelle que soit la directrice ou le directeur d'écriture que vous allez engager, et ça m'est arrivé de le faire sur d'autres séries, je leur dis toujours, la série, au bout d'un moment, ça va devenir ta série. Que le veuille ou pas le créateur, la série reste évidemment aussi celle du créateur, je le fais dans le respect de ce qu'il a envie de faire, je le fais toujours avec lui, en tout cas pour Miraculous, mais c'est pareil pour les autres séries. Mais à un moment donné, vous la faites à votre main. Pourquoi? Parce que le directeur d'écriture, à un moment donné, c'est lui qui prend le clavier, c'est lui qui écrit, et que quand en fait vous allez écrire un scénario et que vous allez faire parler les personnages, comme en fait vous êtes un peu fainéant quand même, on le dit pas, mais on l'est tous un peu, on essaie de faire les choses les plus faciles, en tout cas celles qu'on sait faire. Et c'est pas grave en fait, c'est notre talent, quand on sait faire un truc, autant le faire. Et donc en vrai, quand je vais écrire les personnages de la série, je vais les façonner tels que moi je les imagine et que je sais les écrire. Par exemple, on a remarqué que je parle beaucoup, et donc les premiers dialogues que j'écris de Marinette, en fait, je fais comme moi, je fais passer par ces mots tout ce qu'elle a dans sa tête, comme moi. Et donc en fait, voilà, je vais faire ça. Chat noir, je lui mets les blagues de mon père. Bon, mais j'y peux rien, le TF1 me dit non, faut arrêter avec ces blagues pourries. Ils m'ont même fait à l'époque, ils m'ont fait enlever de la Bible, ils m'ont dit on ne te validera pas la Bible tant que tu n'auras pas retiré la phrase « Chat noir fait des blagues ». Alors comme je suis gentil, j'ai retiré la phrase et j'ai continué à les faire dire des blagues. Et je me suis battu. Et pourquoi j'ai réussi à me battre? Parce que le producteur, qui était quand même formidable, me laissait me battre et il m'avait donné le bâton du pouvoir et que je pouvais aller voir le diffuseur. Et même si plusieurs fois on a essayé de me jeter par la fenêtre, je suis toujours revenu, voire par la porte, je ne sais pas par où. Enfin, je suis revenu toujours par un autre endroit en tout cas. Parce que j'avais aussi l'assentiment du producteur. Donc le travail de directeur d'écriture, c'est quoi? C'est finalement mettre d'accord trois personnes différentes. Le producteur, le créateur et les diffuseurs. Et donc, je travaillais déjà à l'époque avec plusieurs diffuseurs. Les seuls qui étaient engagés, c'était TF1, mais il y avait aussi Disney. Et très clairement, les deux chaînes ne voulaient pas du tout faire les mêmes séries. Disney fait des séries très feuilletonnantes, et TF1 fait des séries toujours avec des épisodes qui se finissent, et il n'y a pas de suite pour qu'en fait, et c'est tout à fait entendable, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait un enfant voit un épisode sur 3 en général à la télé, et que quand en fait ça raconte quasiment toujours un peu la même histoire et qu'il n'y a pas besoin de suivre l'intrigue, il peut allumer la télé quand il veut, finalement il comprendra l'histoire. Moi à l'époque je leur dis écoutez, ce qu'on va faire, c'est que oui je vais vous faire un formula show. En gros, ça sera toujours la même histoire, vous inquiétez pas, rien ne se suivra. Et puis, en fait, de manière un peu fourbe, de temps en temps, dans les histoires, on glissait quand même des petits trucs. Et puis, à un moment donné, le public, sûrement certains d'entre vous, se sont dit « Ah, mais c'est chouette, on sent qu'il y a des trucs cachés, on aimerait en savoir plus. » Et donc là, les chaînes se sont dit « Ah, mais c'est marrant, les gens, ils nous disent qu'il y a des trucs cachés, c'est vrai ?» Non, pas du tout. Mais on peut pas en dire un peu plus sur les personnages? Oh, si vous voulez. Et on peut pas faire évoluer un peu Marinette Adrien? Ah bon, c'est vous qui l'avez dit. Et c'est comme ça que ça s'est passé, petit à petit, on les a fait évoluer. Donc, pour dire en gros, qu'est-ce qu'on fait en tant que directeur d'écriture? On s'assure, dans un premier temps, en fait, que la série va bien s'adresser à ce qu'on appelle, c'est un gros mot, la cible, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Et nous, notre envie avec Jérémy, c'était de faire des séries pour toute la famille, pas que pour les enfants, pour tout le monde. Pourquoi? Peut-être parce que moi, je suis un papa, à l'époque, déjà, j'ai des petits-enfants, et je me dis, j'ai envie de trouver des programmes à regarder avec eux sur le canapé dimanche matin, en fait. Et c'est vrai que c'est pas facile. Même le samedi soir, quand on veut se regarder un programme, c'est pas facile de trouver un truc sur lequel on va tous se mettre d'accord et on va pas s'embêter. Donc je me dis, moi j'aimerais faire des séries d'animation comme on fait les films, pour tout le monde en fait, les parents et les enfants. Alors bon, je ne dis pas trop aux chaînes, je leur dis oui, je vais vous faire une série pour les enfants de 6-10 ans, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et l'important c'est, de toute façon, même si vous écrivez pour la famille, c'est d'écrire d'abord pour les petits, qui comprennent toute l'histoire, et ensuite mettre un petit peu saupoudré par-ci par-là de choses qui vont plaire aux parents, où ils vont se dire « Ah, ils ont écrit en pensant à moi », mais le faire au début gentiment. On l'a fait de façon un peu plus
insistantes dans les saisons qui ont suivi. En tout cas, ça c'était le premier travail, de travailler pour une cible très claire, et donc on s'était mis d'accord avec TF1 et Disney d'écrire une série pour les enfants en moyenne de 8 ans. Voilà. Et on voit bien, quand je vois votre âge aujourd'hui, que ça a très bien marché. Donc je fais vraiment très bien mon travail. Merci. Donc la deuxième chose que je dois faire en tant que directeur d'écriture, c'est mettre en place avec la production ce qu'on appelle un planning. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vendu la série à une chaîne de télé, et la chaîne de télé, elle a prévu de la programmer, par exemple pour Miraculous, en 2015. À l'époque, on est en 2012-2013, on n'a pas encore fini notre plan de financement, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les partenaires pour pouvoir fabriquer la série. Voilà, mais on a déjà une cible, on se dit ça serait bien que vers 2014-2015 on soit prêt. Je crois qu'à l'époque c'était 2014, je crois qu'on a pris d'entrée un an de retard. En tout cas, voilà, moi j'ai un planning, et donc je dois tenir ce planning. Et tout de suite va commencer, parce que c'est important, une fois qu'on a mis en place la Bible, on va commencer tout de suite à écrire un premier scénario. Et là c'est très important, parce qu'en tant que directeur d'écriture, je dois trouver le ton de la série. Et ça je vais le faire avec le créateur de la série, avec Thomas Astruc. Je lui demande tout simplement, parce que c'est un réalisateur brillant, c'est sans doute un des meilleurs réalisateurs au monde d'animation et un très très grand storyboarder, je lui dis écoute, explique-moi comment tu vas mettre en scène cette série Miraculous. Et là il me sort des trucs, alors je me suis renoté pour rien oublier parce qu'il est assez exceptionnel quand même. Et c'est un fan de tableaux, d'art classique. Et donc il dit tu vois les tableaux, tu vois ces grands tableaux où en fait qui racontent une scène extraordinaire, très complexe, mais tout est dans l'image. Dans une seule image, il y a tout. Je dis, ah ok. Il dit, voilà, c'est comme ça que je veux réaliser. Il me dit, Miraculous, il y aura très peu de plans, et dans chaque plan, il va se passer 1 milliard de trucs. Et chaque scène, il me dit, j'aimerais qu'elle soit écrite à chaque fois, c'est comme un mini-film. Il y a un début, il y a un milieu, une fin, il y a toujours une chute cool. Je dis, ok, super, je prends aussi. Il me dit, aussi important, il me dit, contrairement à toutes les autres séries, il n'y a pas de plan d'establishing. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un plan d'establishing. C'est classique, dans toutes les séries, vous voyez ça. En général, on commence une nouvelle séquence, on voit le plan, tiens là, par exemple, si on faisait ici, on ferait soit plan devant la bibliothèque, ou plan carrément devant les halles, et puis ensuite on voit ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Tous ces plans d'establishing, ils dégagent. Il n'y en a jamais. Dans les debugs, vous n'en trouverez pas. Et il me dit aussi un dernier truc important, il me dit, jamais de narration non plus par le détail. Par exemple, quelqu'un qui feuilleterait un livre, sauf si c'est très important de savoir ce qu'il y a dans le livre, on ne va pas faire de gros plans au début de la scène avec la personne qui écrit dans le livre, etc. Pas de plans comme ça, un peu gratuits, qui servent à rien dans la narration. Donc j'ai pris toutes ces informations, j'ai dit, ok, c'est hyper clair, bravo, je vois très bien ce que tu veux faire. Effectivement, ça ne ressemble pas à toutes les séries sur lesquelles on travaille d'habitude. Je me dis, ok, je prends cette information-là, l'information du producteur, c'est on écrit pour la famille, je dis, ok, la famille, ça c'est un autre truc aussi, donc ça veut dire qu'on va avoir une ambition différente de juste raconter une histoire, je sais pas, par exemple, j'en sais rien, on doit préparer une fête pour la fête de fin d'année de l'école, il ne faut pas que ce soit que ça, un épisode de Miraculous. Il faut que ça raconte quelque chose de plus. Il faut que ça raconte quoi? Il faut que ça raconte ce qui est au cœur du concept. Pour ceux qui ne connaissent pas, Miraculous, ce qui est fort aussi, ça n'existait pas de cette manière-là dans le projet original, mais il y avait déjà la substance de ça, Thomas en parlait beaucoup, c'était les émotions. En fait, c'est une série qui veut expliquer aussi aux enfants que c'est pas grave, des fois on a des mauvaises émotions dans la vie, on peut se mettre en colère, parce que quelque chose nous a mis en colère, mais qu'on peut aussi transcender ça, et ça me parlait, parce qu'à l'époque c'était déjà quelque chose que j'aimais bien faire moi, et que je voyais peu dans l'animation, c'est-à-dire que souvent on disait le méchant dans une histoire, il faut le battre, il faut juste le battre. On est méchant, on le bat, on le met en prison, on lui dit t'es méchant, et puis il reste méchant. Et là, l'idée dans Miraculous, c'était de se dire non, on va faire autre chose. On va dire tu peux avoir des mauvaises émotions, donc tu peux être akumatisé, ça c'est le langage de la série, mais à la fin, tu peux être soigné. C'est-à-dire que tu peux en fait devenir meilleur. Tu peux comprendre tes erreurs et devenir une meilleure personne. Et ça, je me dis, c'est quand même un meilleur message à passer à nos enfants. De dire c'est pas grave, tu peux être en colère, tu vas peut-être te faire punir, mais c'est pas grave, demain tu peux changer, ne plus être en colère parce que tu sauras maîtriser cette émotion-là, tu auras compris pourquoi tu étais en colère. Et ça, je trouve que c'était quelque chose d'important et de beau à faire dans Miraculous et qui était très atypique par rapport aux séries. Et vous voyez comme ce bout de concept-là permet aussi de rassurer les chaînes de télé. Les chaînes de télé se disent « Ah ben c'est bon, c'est toujours pareil, dans les épisodes, en fait, il y a quelqu'un qui est akumatisé, et à la fin, il n'est plus akumatisé. Voilà, c'est ça, c'est toujours pareil. » Et Marinette, elle essaie toujours de dire à Adrien qu'elle l'aime. Voilà, c'est ça, c'est toujours pareil. Ça ne change jamais. Ne vous inquiétez pas, dormez tranquille. Et tout le monde s'est endormi, et nous avons commencé à écrire. Et là,
à partir de là, effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est comment on va faire, parce qu'on avait quand même cette petite idée-là, on voulait pas s'embêter quand même. Alors avec Thomas, un jour, je lui ai dit, viens, on va écrire la fin. Et parce que, bon, on avait envie quand même de raconter une grande histoire. Et j'ai dit, viens, avant quand même qu'on diffuse la série, on n'est pas à l'abri que ça marche. Après, peut-être on va avoir envie d'écrire autre chose. Mais du coup, on va perdre de vue ce pourquoi on fait la série. Ça, c'est important. Pourquoi vous écrivez quelque chose? Et donc, je lui dis à Thomas, je lui dis, pourquoi tu fais cette série? Il me dit, ah, putain, c'est une bonne question, je ne m'étais pas posé la question. Et on se dit, bah, parce qu'en fait, bon, lui, non, je crois qu'il n'avait pas eu encore sa première fille, mais moi, j'avais des enfants, et tous les auteurs avaient des enfants. On se dit, quand même, ce qui serait cool, c'est que s'il y a plein d'enfants qui regardent la série, c'est de se dire peut-être que ça serait bien de dire des choses intéressantes aux enfants. Alors, d'autant plus maintenant qu'ils sont nombreux à aller regarder la série. Donc, mais on s'était posé déjà la question au début, et on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on veut raconter? Et donc, au tout début, je crois c'était en octobre 2015, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est en 2015 que la série commence à être diffusée. En octobre 2015, donc on ne sait pas si elle va marcher ou pas, avec Thomas, on s'est mis un jour tous les deux dans un bureau et on a écrit la fin. Enfin, une fin. Bon, je vais vous rassurer, c'est la fin d'un arc en vrai. Mais on a écrit cette fin-là, on a écrit où on voulait aller déjà pour commencer. C'était déjà loin, mais on a déjà écrit ça. Je vous rassure, maintenant on a même écrit beaucoup plus loin. Depuis le temps, on a eu envie, et puis quand on a envie en plus que ça plaisait aux gens, on s'est dit on va écrire encore plus loin, on va aller encore plus loin, mais c'est vachement important, et ça je pense que c'est pour tous les auteurs, les autrices du monde entier, que ce soit pour des films, des séries ou des livres, c'est on a quelque chose à raconter, on veut dire quelque chose, et il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes, que ce message soit limpide pour les auteurs. Donc c'était très important pour nous de le mettre sur papier. Et ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que ce qu'on a écrit en 2015, on l'a ressorti, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, quoi, tu vois. On l'a ressorti il y a 2 ans, et on s'est rendu compte que c'était hyper cohérent avec tout ce qu'on avait fait pendant des années, donc pendant 6 ans, et on s'est rendu compte que la scène, elle marchait quasiment comme ça. Il a fallu changer quelques petites choses, parce que les personnages avaient un peu bougé aux marges, mais on a une petite idée qui était sympa. Mais on s'est dit, ok, c'est bien, on raconte vraiment ce qu'on s'est dit qu'on allait raconter aux enfants il y a très longtemps. Et ce qui était intéressant aussi pour nous, et ça c'est une des particularités aussi de Miraculous, c'est que souvent, et c'est comme ça que Miraculous a commencé à être écrit, la première saison c'était écrit par 19 auteurs, qui étaient pour la plupart d'entre eux chez eux. Et de temps en temps, il y en a qui venaient au studio, qui venaient nous voir, Thomas et moi, et qui disaient « Ah, on comprend pas bien la série ». Et en fait, ces auteurs-là ont commencé à faire vivre la série avec nous. Et ensuite, bah, finalement, ce sont eux qui sont restés. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis rendu compte que de prendre plein d'auteurs, c'est hyper intéressant humainement, vous rencontrez plein de gens, ils ont nourri d'ailleurs la série, tous ces auteurs, c'est vachement important. Je me souviens notamment de 2 autrices qui ont écrit un très bel épisode, je crois, en première saison, qui s'appelait Reflecta. Je me rappelle avoir pleuré devant... En fait, quand j'allais à la photocopieuse, ouais, je pleure beaucoup. Je suis désolé. Mais bon. Alors, et donc, je suis à la photocopieuse et elles m'ont envoyé leur pitch à l'époque de Reflecta. Et pendant que les dernières pages sortent, je lis la première page. Et en lisant la première page, en fait, je pleure. Parce que je lis juste la phrase. Elles disent, en fait, Juleka, donc ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé, mais bon, Juleka est une jeune fille qui est un peu timide. Vous découvrirez pourquoi dans les années qui viennent. Mais en tout cas, elle a un truc, elle a une espèce de malédiction. À chaque fois qu'en fait, il y a une photo, mais à chaque fois, elle n'est pas sur la photo. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans sa vie pour qu'en fait, elle soit effacée de la photo. Où il y a une tête devant, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et évidemment, elle va se faire acclimatiser avec ça dans l'épisode. Mais je lis ce truc et je sais pas, ça me touche. Je trouve que c'est très joli comme histoire de cette fille qui, du coup... Et elle n'ose pas le dire, en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a parlé. Je trouve que c'est pas... Hein? Non? Ou c'est moi? Je sais pas. Enfin, moi, ça m'a parlé. Du coup, ça m'a fait pleurer. Et alors, j'ai appelé les copines et je leur ai dit, c'est formidable cette histoire-là, cette idée. Alors après, hop, on travaillait. Donc, c'était comme ça avec tout le monde. Mais à la fin, voilà, il y avait des gens qui étaient plus à l'aise avec la série, qui venaient très souvent au studio avec nous. Et en fait, petit à petit, de manière un peu naturelle, finalement, s'est formée une équipe. Et c'est comme ça que petit à petit... Et ça, c'était un rêve. Moi, j'adore les équipes. Je sais que toi aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a parmi vous aussi. Moi, j'ai toujours aimé les troupes. Madame, elle aime le théâtre aussi.
Et moi j'ai toujours adoré les troupes de cirque, les troupes de théâtre, je trouve ça génial, je voulais faire ça aussi dans l'écriture. Et donc, plutôt que d'aller jouer le maître d'école à corriger les copies de tout le monde, ce qui était un peu le cas en saison 1, mais parce que ça arrive à tous les directeurs d'écriture, parce que vous êtes obligé de trouver le ton de la série, donc vous corrigez beaucoup, c'est comme ça, c'est la vie. Et ben en saison 2, je me suis dit, et si on se mettait, tous ceux qui ont envie de faire Miraculous, on se met dans une salle, et on écrit ensemble. Et là, c'est vachement important, c'est une chose à transmettre sur la direction d'écriture, c'est bien ça, c'est qu'à la différence de ce que faisaient les Américains, et ce qu'ils font toujours, je crois d'ailleurs, dans les salles d'écriture aux États-Unis, il y a une hiérarchie. Il y a le chef, ou la chef, je sais rien, et puis il y a les subalternes. Hein, voilà. Mais ça commence avec le junior, qui est moins bien payé, qui n'a pas le droit d'écrire, d'ailleurs, il prend juste des notes, et puis ça monte. Et alors, du coup, imaginez, dans les salles d'écriture, ça s'entretue, quoi. Évidemment, tout le monde veut monter et prendre la place du chef. Ça, c'est une ambiance un peu bizarre, hein, j'avais pas trop envie. Donc, ce qu'on a fait sur Miraculous, j'ai proposé à mes camarades, j'aurais dit, écoutez, moi, je vous propose autre chose. Je vous propose une espèce de truc un peu idéaliste, c'est-à-dire qu'on se met tous dans la salle, mais qu'à une condition. Si on gagne tous pareil, et si on a tous les mêmes droits de diffusion sur la série. Ce qui est très important dans le milieu, pour ceux, je ne sais pas si vous écrivez tous, ou s'il y en a qui veulent écrire, enfin je ne sais pas quel est votre métier, mais c'est souvent en fait, après il y a la guerre, souvent après les écritures des scénarios, tout le monde dit « Ah non, mais c'était mon idée, c'est moi qui ai plus de pourcentage ». Nous, j'aurais dit, on va régler les histoires d'ego et les histoires d'argent avant de rentrer dans la salle. Et si on n'est pas d'accord, eh ben on ne va pas dans la salle. Donc du coup, on se retrouvait dans la salle juste à rigoler. Voilà. On rigolait, on inventait les histoires ensemble, et on a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et donc en essayant d'écrire les histoires le mieux possible. Mais moi j'ai toujours gardé quand même cette espèce de casquette, parce que c'est très difficile la démocratie absolue, c'est un beau rêve, mais à un moment donné, il y a quand même une personne qui va aller vendre la sauce au producteur, si vous m'avez suivi, au diffuseur, j'ai l'impression de faire une incantation, et à qui, à d'autres, aux auteurs aussi d'ailleurs, aux auteurs à qui à la fin vous renvoyez le texte en disant, disons, les diffuseurs ils voulaient faire des modifications. Moi je m'en fous. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui aille faire ce travail-là, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, quand je suis dans l'atelier avec les copines et les copains, je suis le scénariste, et puis quand je sors de ça, je suis le directeur d'écriture, et grâce à la folie de mon patron, je suis aussi producteur exécutif, c'est-à-dire que jusqu'à la livraison, je regarde ce que tout le monde fait. Alors, je suis pas chiant, hein, je demande pas à tout le monde de refaire leur travail tout le temps, mais c'est juste pour que ça raconte, que ce que vous avez à l'image à la fin, quand vous regardez l'épisode de Miraculous, ça raconte vraiment ce qu'on a écrit. Je veux dire que si nous, quand on a écrit, on a pleuré, moi, quand je vois l'animatique, je veux pleurer. Et si je pleure pas, il y a un problème. Et ça nous est déjà arrivé d'ailleurs. Anecdote. Non, par exemple, donc j'ai compris qu'il y en a qui ont déjà vu la série. Il y en a un épisode qui s'appelait Ikarigozen. Donc c'est en saison 3, si ma mémoire est bonne. Alors, en plus, c'est un épisode. On ne calcule pas nos idées, on n'est pas comptable de nos idées, mais je répartis, c'est-à-dire que je donne à rédiger à tour de rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est 4 dans la salle, un jour c'est Thomas, un jour c'est Fred, un jour c'est Mélanie, un jour c'est moi. Et à tour de rôle. Et si à un moment donné il y a un chiffre impair, c'est moi qui tape le travail, comme ça il n'y a pas de discussion. Comme ça au moins, un peu embêté. Mais à la fin ça reste pareil, totalement égalitaire. Et c'est très important, j'insiste là-dessus, j'ai l'air de faire mon communiste du dimanche là, mais c'est très important parce qu'en fait, à partir du moment où vous cassez ça, en fait, vous cassez la confiance que les gens les ont envers les autres, et ça marche plus en fait. Ça marche plus. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, soit celui qui organise le bazar. Qui c'est qui fait les plannings, qui c'est qui paye à la fin, hein? S'il n'y a personne, vous ne serez pas payé. Mais vous aurez bien rigolé en même temps. Pourquoi je disais ça? Je sais pas qu'est-ce que je raconte. Sur la collégialité aussi. Hein? Ah, Ikarigozen, voilà, les dames là devant, elles ont suivi la série, je crois. Donc Ikarigozen. Et Ikarigozen, pour vous montrer en plus parce qu'il y a un décalage, vous pouvez même pas imaginer un décalage dans la production. Quand vous écrivez, vous êtes le premier, ou la première. Donc vous êtes là, personne n'est embauché d'ailleurs. Hein. Quand vous commencez, ça sent la peinture. Hein. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Il y a Astruc qui à l'époque, mais déjà, parce que c'est fou ça. Ah oui, je ne vais pas raconter ça, mais ça c'est fou. Il y a peut-être certains qui le savent, c'est qu'à l'époque, il a trouvé une très bonne idée, comme il travaillait avec la Toei, que la Toei c'est une légende, la Toei
dans l'animation dans le monde. Et Jérémy, qui est un garçon il sait séduire les gens, il sait entraîner les gens avec lui, c'est un passionné, donc les passionnés ils vous entraînent. Et donc il a entraîné la Toei, qui ne travaille jamais avec personne, s'il y en a qui connaissent un peu, sinon consultez, il doit y avoir un livre sur la Toei là-dedans. Et donc la Toei fait un trailer. Et donc quand il le met sur YouTube à l'époque, je ne suis même pas engagé moi, je n'existe pas, je ne suis pas né. Et bien à cette époque-là, les gens likent le machin sur YouTube, hein. Eh ben oui, vous avez liké vous? Oui. C'est fou. Et donc, mais moi j'ai pas fait, je ne savais pas servir d'un ordinateur. J'écris à la plume. Je rigole. Hein. Et donc c'est fou parce que finalement, avant même que la série existe, il y a plein de gens qui l'attendaient du coup. Ah oui, puisqu'ils avaient liké le truc sur YouTube. Donc ça existait déjà dans le cœur de plein de gens qui attendaient le bazar. Et nous, à côté, on travaillait. Parce que les Kwami, par exemple, ça n'existait pas. Les Kwami, ça n'existait pas. C'est nos camarades de la Toei qui font « Oui, nous, chez nous, on a toujours un petit animal rigolo, c'est sympa, après on vend des peluches. » Et c'est vrai, c'est sympa. J'adore les peluches. Vous aussi? Ben, c'est pas que ça se vend, c'est que c'est génial les peluches. Moi, j'adore les peluches. Ben, je fais l'animation pour avoir des jouets, en vrai. Ah bah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et en vrai, j'en ai aucun. Ils m'oublient toujours. Je vais pleurer. Non, pas maintenant. Non, mais je rigole. Donc il fallait, ça après c'était un travail, par exemple, de direction d'écriture et de travailler avec Thomas. C'est ok, super, vous voulez des Kwami, mais qui sont faits avec les Kwami? Donc imaginez aujourd'hui, vous vous dites, c'est impossible que ça n'ait pas existé dans le concept original. Ben, il n'existait pas. Il n'y avait pas de Kwami. C'était comme dans une série Marvel, ils avaient des pouvoirs parce que j'en sais rien. Bref. Mais d'ailleurs, c'était l'avantage de la série, c'est que je travaillais aussi avec je pense que l'intégralité de la bibliothèque se trouve dans la tête de Thomas. Culture cinématographique et des super-héros, c'est un dictionnaire. Il est incollable et il vous sort des trucs. Vous regardez sur internet, vous trouvez le truc, il vous dit avant ce que vous avez trouvé. Regarde, comment il sait que je fais ça? Il le sait. Donc voilà, donc c'était intéressant aussi. Mais ça, c'était tout notre travail, et donc le travail du producteur et du directeur d'écriture, c'était de lui dire « Ok, c'est cool, tu connais tout des comics, non, on va pas faire un comics, mec. On va faire autre chose, on va pas faire une série américaine. » Donc à chaque fois, je l'ai emmerdé avec ça. Chaque fois, il voulait faire des petits clins d'œil et tout. Je dis « Ah non, c'est mignon, mais est-ce que Marvel va te faire un clin d'œil ?» Il dit « Bah non. » Bah alors, leur fais pas un clin d'œil. Il faut que ton univers soit... Non, mais c'est vrai, c'est important. Il faut que ton univers, il prenne vie déjà avant de faire des clins d'œil. Donc aucun clin d'œil, jamais. Dans la scène de présentation où Alia, info exclusive, il faut un jingle, quand Alia rencontre Ladybug pour la première fois et que Ladybug se nomme elle-même Ladybug, en fait, je ne sais plus quels sont les 3 mots qu'on lui a fait dire, mais au début il faisait des références à Marvel, à DC, etc. Je dis, dégage-moi ça, mets-moi des mots valises, il ne faut surtout pas que ce soit un hommage direct aux comics américains, sinon en fait tu te places déjà comme une série B. Non, on est la série A. On réinvente le super-héros. Hein? Quand même, merde, parce que ça c'est compliqué aussi, c'est que souvent on est là à se dire « Ah bah oui, mais nous on est français, on ne sait pas bien écrire. » C'est dur ça. Ouais, mais moi la première chose que les gens ont voulu faire à chaque fois c'est de virer. Hein. Si j'avais pas eu mon producteur, je serais pas là ce soir. Donc respect à Jérémy Zag, parce que qui s'est battu pour que en fait le mec qui est devant vous soit le directeur d'écriture qui à l'époque avait dirigé une série qu'aucun d'entre vous n'a vue. J'avais bien noté ça. Mais vous allez regarder. Vous allez vraiment bien. Kobushi, K-O-B. Non. Alors, je sais même pas si c'est possible de l'avoir. Sinon je vous enverrai, ou demandez aux pirates grecs qui nous piratent tout le temps, je pense qu'il a tout. Dans ses private joke. Qu'est-ce que je disais? N'importe quoi. Ikari Gozen. Putain, j'ai toujours pas raconté Ikari Gozen. Venez, on va à la brioche dorée, on arrête, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous êtes venus? Ikari Gozen, qu'est-ce que je voulais dire sur Ikari Gozen? Oui. Donc, ah oui, parce que au début j'ai... Vous voyez Marinette? Vous la voyez? C'est chaud, hein. C'est chaud. Il va vous falloir 5-6 saisons, là. J'espère que vous avez le temps, parce que... c'est pour ça qu'on peut faire soirée et tout. Donc, Ikari Gozen, je me concentre. Donc, il y a toujours un décalage, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, aujourd'hui, vous commencez à voir la saison 5. Nous avons fini la saison 5, nous étions avant le Covid. Donc en 2010... non, on a fini pendant le Covid. Donc en 2020. C'est ça.
Donc on a fini, il y a certains épisodes, on les a écrits il y a 2 ans et 7 mois. Pour certains, je me rappelle, j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. Bref, on est en retard, je sais. C'est pas grave. Et on est en retard pourquoi? Parce qu'aussi on fait une série où toutes les exigences sont, par exemple, Ikari Gozen, le mec va y arriver un jour. Un jour où de toute façon on s'en fout, en vrai. Hein? Non mais en vrai, voilà, ça peut prendre du temps, c'est pas grave. Donc, Ikari Gozen, on est en train d'écrire le début de la saison 4, dans un truc qu'on a loué qui est très bien. Il y avait une petite quiche. Non. Alors, donc on est en train de regarder ça et commence à arriver les histoires de marketing et tout. On nous demande, oui, oh là là, on va faire du marketing. On dit, oh, laissez-nous tranquille, on écrit des histoires, allez mourir plus loin. Et donc, on écrit, on commence à écrire la saison 4 et un jour m'arrive l'animatique d'Ikari Gozen. J'ai la bonne idée de la regarder entre midi et 2. Et là, je pleure encore. Merde. Deuxième fois. Enfin, plusieurs fois. Enfin, tout le temps. Bref, je pleure. Mais là, je pleure pas parce que c'est triste. Je pleure parce qu'en fait, c'est raté. C'est nul. C'est à chier. Et en plus, j'ai passé une mauvaise journée. Donc, là, je dis, bon, heureusement, mes copines et copains sont gentils, ils me font des câlins, tout ça. Ils me disent, mais non, ça va bien aller, Seb, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai regardé une petite. Oui, bon, t'exagères toujours un peu. Je dis, mais vraiment, regardez-là. On la regarde tous ensemble, tout le monde pleure. En se disant, merde, mais c'est pas possible. Donc, ce que je disais, c'est que à l'époque, c'est tombé sur moi en plus de le rédiger. Donc, je savais bien que normalement, j'étais censé avoir été drôle. Hein? Peut-être pas, ce que dit mon fils. Mais moi, je pensais que j'étais drôle. Donc, je me suis dit, putain, peut-être que j'ai pas été très drôle et peut-être qu'en fait, on s'en est pas rendu compte. Et ils disent, non, je te jure, c'était quand même bien écrit ce truc-là. Ah, ouais, mais quand même là, c'est nul. On comprend aucune blague, rien, c'était nul. Cette animatique était totalement ratée. Et donc, j'appelle mon producteur, le même Jérémy Zag, qui est complètement fou, et je lui dis, bon, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai pleuré devant une animatique, il dit, ah putain, t'exagères toujours. Non, je te jure, c'est vraiment nul. Je peux pas laisser passer ça. On ne peut pas diffuser un épisode comme ça. On va fabriquer cet épisode. Il est nul, il est raté. Il dit, ah, ça va, sur 26. Non, on peut pas. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Ça veut dire 10 semaines de retard. Je m'en fous. Ça sera 10 semaines de retard. Hop, on convoque le storyboarder, le pauvre. Alors il dit, bon écoute, c'était pas très drôle, t'as pas tout compris, alors on lui explique plan par plan, ça dure 2 jours, pour de vrai, c'est pas une blague, 2 jours. Et en fait on comprend que le garçon, qui est absolument adorable, qui est devenu co-réalisateur depuis, c'est pour dire à quel point c'était pas sa faute, il nous dit, ouais mais tu sais d'habitude, en fait, tout le monde s'en fout, on te donne un truc, on t'explique rien, du coup nous on fait des dessins, on s'en fout que ce soit drôle, pas drôle, on nous dit à partir du moment où c'est validé, puis de toute façon comme personne ne regarde derrière, c'est toujours validé, donc on travaille comme des robots. Et là, il nous regarde, il nous fait, putain, mais par contre, vous, là, depuis 2 jours, vous n'êtes pas des robots, hein, vous savez ce que vous voulez faire. Ah ouais? Ça te dit de le refaire? Ouais. Et il a refait. Et c'est devenu l'épisode que vous avez vu. Et donc là, je me suis dit, c'est drôle quand même, finalement. Non? Un peu? Pas tant que ça? Ah merde. Bon, c'était un peu drôle. En tout cas, moi, j'aime bien cet épisode. Alors, en tout cas, il est réussi, maintenant. Et donc voilà, ça c'est aussi une partie du travail qui est à faire, c'est-à-dire c'est de s'assurer tout le temps à chaque étape que tout va bien, et donc ça dure très longtemps. Vous voyez, vous êtes en saison 4, quand vous êtes en train de regarder l'animatique d'un épisode de la saison 3 sur lequel vous intervenez, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, vous vérifiez sans arrêt des petits détails, est-ce qu'ils n'ont pas oublié machin, il y a un épisode qui va être diffusé à bientôt, les mecs ils oublient un petit détail et tout, il faut le voir, faut que ça passe au bon moment, il faut intervenir là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, en fait dire, ouais, faites comme ça, la direction d'écriture c'est bien beau, mais en fait si vous n'avez pas les moyens, si on ne vous donne pas les moyens de le faire, en fait tout ça ne sert à rien finalement. Donc tout ça, ça participe de 2 choses, ça participe d'être bien entouré, d'avoir des gens, surtout un producteur si vous êtes directeur d'écriture qui est avec vous. Et puis vous, de vous battre en fait, de vous battre, mais parce que vous vous battez, parce que vous savez ce que vous avez à dire. Vous savez, vous êtes... c'est comme si vous aviez une mission, quoi. Hein, vous dites, purée, je veux que mes gamins, quand ils regardent ça, et quand les gamins dans le monde ils regardent ça, et qu'ils se disent, ah, c'est cool ce qu'ils ont fait quand même. Ah, merci. Par exemple, ça fait des années qu'on veut faire un épisode, on devrait le faire là cette fois-ci. On n'est jamais à l'abri. Les gens me disent, mais comment vous trouvez des idées? Je dis, la question est plutôt le contraire. C'est comment on fait pour en fait avoir assez de saisons pour raconter tout ce qu'on veut raconter. C'est un peu notre problème, c'est qu'on a trop d'idées. Parce qu'en fait, nos personnages, c'est comme vous, ils ont une vie en fait. Et pour de vrai, ils vivent tout seuls. Hein. Nous, on est là, on rigole, hein, c'est vrai.
T'as vu, hein, on rigole, elle a fait ça, c'est rigolo, on les regarde. Et du coup, ça c'est très important. Et donc ça, c'est un autre... Est-ce que j'ai oublié un truc? Et ça, c'est autre chose, important aussi sur... Et après, j'arrête, j'ai fini, je crois. Après, j'avais mangé un truc chez Pomme de Pain. C'est l'organisation de tout ça. On pourrait se demander comment on organise tout ça. C'est une question que souvent on me pose. Il y a deux choses, en fait. Il y a une partie, c'est l'humain, c'est abstrait. C'est vrai? Ah bah si. C'est un peu abstrait, l'humain. Un peu. Et puis, tu pourras en parler. Il y a une chose que j'ai mise au point il y a quelques années, c'est un espèce de petit test que j'ai fait passer une trentaine de fois maintenant. C'est très drôle en fait, parce que du coup c'est 30 fois des choses différentes sur la même base, qui me permettent de voir si les personnes avec qui je vais travailler professionnellement, ça peut coller ou pas. Mais pour moi, même pour la personne aussi d'ailleurs, il me semble, pour poser la question à Chloé, qui a hâte de nous raconter. Parce qu'en fait, par exemple, pour être sur un cas concret, tu es un cas concret, récemment, du coup, on s'est rencontrés grâce à Cité des scénaristes, c'est pas écrit, si, Cité des scénaristes, la Cité européenne des scénaristes, et donc Chloé, tu es arrivée premier jour de la saison 6, sans spoiler rien du tout, puisque nous faisons donc maintenant une saison, c'est officiel ça, oui c'est officiel, nous faisons une saison 6, vous allez voir bientôt la fin de la 5, et donc nous faisons une saison 6, nous enchaînons tout de suite avec la 7, et la 8, à mon avis, je suis un peu déjà vendu, voire la 9. Mais en tout cas, disons que je ne leur ai pas laissé trop le choix, c'est que les histoires sont bonnes, donc il faut y aller, tant que vous avez des bons trucs et des trucs à raconter, il faut y aller, quoi, faut y aller, vous avez un truc à dire. Si vous n'avez rien à dire, rentrez chez vous. Hein? C'est pas vrai? On s'en fout si on n'a rien à dire, ça sert à rien. Mais il faut se battre parce que c'est... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très long, tout ça c'est très long. Déjà ce soir c'est long, vous avez vu, c'est chiant. Et ça a commencé quand? On est en quelle année? On est en 2023. Et donc tout ce que je vous ai raconté, ça a commencé pour moi, le truc là où je lis le truc et je vois Thomas pour la première fois, on est en août 2011. 12 11 11 2011 je crois, je sais plus. Bref, on est par là. Et donc ça fait beaucoup d'années, c'est très très long. Et les gens pourraient se dire, mais il a une vie très... il fait tout le temps la même chose. Non, alors j'ai fait d'autres choses à côté. Parce que chez Actoon, on a fait des trucs. Hein. On a fait plein de séries. Donc j'ai fait des séries entre deux séries. J'ai fait, t'as dit quoi? Ghost Force. On a fait Ghost Force. On a fait une série que j'aime beaucoup aussi qui s'appelait Zack Storm. Ça c'était bien écrit ça. Je sais pas qui l'a écrit, mais c'était bien. Ça continue à passer à la télé, c'est bien. Il y a 10 épisodes qui sont vraiment très très bien. Cette série. Pourquoi je dis ça? N'importe quoi. Et donc, on s'est dit, ok, on continue. On continue pas. Donc nous, on avait envie de continuer, on avait d'autres choses à raconter. Et donc, on devait se retrouver au mois de juin pour écrire des arches narratives avec ma petite bande. Et du coup, on m'a dit, mais vous savez, il existe un truc de Cité européenne des scénaristes et il y a une jeune femme qui cherchait à faire un stage. Alors on s'est rencontrés. Alors c'était comment? Comment ça se passe? Tu parlais tout à l'heure de troupe de théâtre. Et c'est vrai que moi j'étais complètement immergée. En plus, j'avais jamais fait d'animation avant, donc c'était vraiment la découverte. Et c'était génial de voir en fait des auteurs qui se connaissent quand même depuis tellement longtemps que dans la room, il y a des échanges qui sont à bâton rompu, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il y a une vraie collégialité et une envie aussi que tout le monde soit quand même emmené par une idée avant de la valider. C'est-à-dire que toi, j'avais l'impression que ton rôle, c'était vraiment de canaliser les énergies, de faire le tri entre les propositions et de garder une cohérence, mais en gros d'être le garant un peu de l'espace dans lequel la créativité des autres auteurs pouvait se déployer et toi, tu faisais des choix à partir de ça. Mais, tu tranches. Voilà, tu tranchais dans le vif. Mais pas tant que ça en fait, parce qu'en fait tu voulais aussi que tout le monde soit convaincu et si tu sentais qu'il y avait un auteur qui n'était pas tout à fait emmené, en fait tu voyais souvent, parce qu'il y a de la confiance qui s'est créée sur les années, le signe qu'il y avait peut-être quelque chose qui coinçait, qu'il fallait peut-être retravailler quelque chose. Et ce travail assez minutieux, en fait c'était hyper intéressant à voir pour moi qui débarquait comme ça, vous ne laissez vraiment rien au hasard. En fait. Non. C'est vrai que c'est une règle, tu as raison, c'est vrai que c'est une des règles que nous avons mises en... Bon après je pense qu'il y a peut-être
plein de gens qui font, je sais pas. Mais c'est une règle qu'on a mis en place très clairement, c'est que si on n'est pas tous les 4 convaincus, quand on est 4 dans la roue, hein, si on est moins, c'est pareil, mais si on n'est pas tous convaincus, alors c'est pas une bonne idée. Parce que si, imaginez, si 4 personnes ne sont pas convaincues, quand ça va être regardé par je sais pas combien de centaines de millions de gens, parce que je crois que maintenant c'est des chiffres assez astronomiques, je crois que c'est 400 millions d'enfants par semaine qui regardent Miraculous, si toi t'es pas convaincu, je te raconte pas les enfants de l'autre côté du poste, ils vont pas avoir envie de regarder la suite. Donc ça c'est une règle effectivement qu'on s'est fixée, qui donne de grands débats, n'est-ce pas? Des heures de débat. Mais peu importe qu'on soit 4 ou 2, hein, parce que avec Thomas lundi on a travaillé, on a passé 2 heures sur un truc. Je n'étais pas convaincu, j'ai dit non, pas possible, on va faire ça. Je dis si on peut faire ça, non on peut pas faire ça. Alors on a passé 2 heures à se dire, on a fini par trouver un compromis, un truc, on se dit ah ça on peut, ah bah on va faire ça alors, bah oui on va faire ça, ah bah on va faire ça, très bien. C'est trouver la bonne idée, et puis surtout ce qu'on a toujours essayé de faire, je crois, c'est plus que trouver, parce qu'on a raconté aux chaînes de télé qu'on avait fait un Formula Show, les gens qui regardent pas la série se disent c'est toujours pareil, Miraculous, tu parles, c'est toujours pareil, t'as pas ma vie, hein. Moi je leur ai vendu un Formula Show, vous savez ce que c'est un Formula Show? Un Formula Show dans le jargon, c'est Dora. C'est une série où en fait il se passe toujours la même chose au même moment. Dora, elle a toujours 3 indices à trouver, hein. Tous les épisodes il y a 3 indices. Une fois et pendant qu'elle cherche les 3 indices, toujours il y a Shipper à un moment donné. Il arrive toujours au même moment, il y a la chanson de Shipper. Et puis à un moment donné, il y a un indice, il faut qu'elle prenne la carte. C'est la carte, c'est la carte. Hop, et ça c'est toujours pareil. Et après elle passe le 3ème, et tu sais très bien qu'elle va gagner. Hop, 3 indices, hop, elle a trouvé la clé. Oh, j'ai gagné la clé. À la fin, oui, j'ai gagné, je suis Dora, je suis trop forte. C'est toujours pareil. Ça c'est un Formula Show. Et c'est très rassurant quand on est tout petit, parce que quand on est petit, on se construit comment? On s'en rappelle plus, mais moi je vous rappelle. On se construit par la répétition et par des choses très rassurantes, un cadre à un moment donné qu'on nous donne. Et donc une série comme Dora, ça donne un cadre très rassurant à l'enfant. Il n'est pas perdu, donc il est content. Et c'est pas pour rien que ça marche. Hein. Les enfants ne sont pas que stupides comme le diraient certaines personnes. Non, les enfants sont très intelligents, au contraire. C'est des vraies éponges émotionnelles. Ils sont formidables, les enfants. Je pense que les enfants font les meilleurs dialogues du monde d'ailleurs. Parce qu'ils sont naturels, il faut les écouter. Et donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai fait croire qu'on faisait un Formula Show en disant, bah regardez, on voit le papillon, il fait oh, je sens une mauvaise émotion, je vais accomatiser quelqu'un. Oh. Après on voit quelqu'un qui arrive un truc, et il fait oh là là, elle va se faire accomatiser. Oh vite le papillon, j'ai lancé un akuma, je suis accromatisé. Oh là mon Dieu, je deviens un méchant climatica. Je fais le tonnerre avec mon parapluie, c'est génial. Et Marinette arrive, je suis Ladybug. Coup de yo-yo, je te libère du mal. Je suis guéri. Hop, c'est fini, fin de l'acclimatisation. Épilogue, on rentre à la maison, générique. C'est ça, hein? C'est la saison 6, elle est super bien. Et donc, là, je vous ai fait un bon petit résumé, vous voyez, c'est comme ça qu'on écrit. Hein. Et donc, les chaînes, ils m'ont dit, c'est super, c'est tout le temps pareil. Je dis, ouais, c'est super, c'est tout le temps pareil, on s'en fout. Marinette, Adrien, jamais, ils sont, salut Marinette, salut Adrien, ça va, ouais, ça roule. Super épisode. Mais en fait, à un moment donné, ils se sont rendus compte que je mentais. Ouais, parce qu'en fait, j'étais obligé d'envoyer les scripts. Et alors là, au bout d'un moment, ils ont dit, mais attends, on comprend pas, excuse-moi. Au début, tu nous as dit 30% de sitcom, 70% d'action. On est d'accord? T'as dit ça? Je sais plus. J'ai aucune mémoire. Si, t'as dit ça. Ah, peut-être. Mais, pardon, Seb, mais sur un script de 30 pages, quand Ladybug se transforme à la page 20, ça fait pas 30%? Je sais pas, je suis nul en maths. Ah putain, trop tard, je l'ai écrit. Va falloir faire avec, les gars. Bon, bref, on a pu négocier un peu, mais si vous regardez bien Ladybug, c'est les personnages qui mènent l'intrigue, et pas l'action. Or, quel est le principe des séries de Marvel et de DC Comics, quand vous regardez? Ce sont ce qu'on appelle dans le jargon du métier des séries plot-driven, c'est-à-dire que c'est l'action qui entraîne les réactions des personnages. Souvent les personnages sont en réaction. Un peu moins dernièrement, parce que quand ils ont embauché le Mariol, là, qui nous a fait un paquet de succès quand même, Kevin Feige, je crois, il est bon lui, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, on va développer un peu les persos quand même, on va ramener un petit peu d'émotion. Donc il a été bon parce qu'il a ramené un petit peu de character driven. C'est pour ça que les spectateurs ils sont c'est pas mal. Mais après il s'est rendu compte quand même quand il se battait c'était bien. On se bat pendant 3h42. Oh c'est bien, super. Les gens ils étaient contents. Premier au box office. Donc ça marche. Donc il faut trouver un juste milieu parce que je peux pas raconter que l'action s'appelait à personne. C'est pas vrai. On est d'accord. Mais c'est chiant en vrai. Moi ça m'ennuie l'action. J'aime pas. Alors du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait croire qu'on faisait une série plot driven. Il y en a qui
quittez pas. C'est pour ça que quand vous regardez la saison 1, vous la re-regarderez, vous verrez. Regardez les premiers épisodes. Au bout d'1 minute, vous avez le papillon, l'iris du papillon qui s'ouvre. Il fait oh, je vais accomatiser quelqu'un, il se passe rien. Mais juste les chaînes, ils voyaient ça, ils disaient oh super, oh là là, l'action est partie, c'est super, bravo, qu'est-ce que c'est bien écrit. C'était nul. Il se passait rien en vrai, c'était plot driven. Je faisais croire qu'il se passait quelque chose, mais les gens sont tellement habitués, ils disent oh super, le mec est dans un costume noir et tout, c'est génial, on a trop peur, ouais, super. Donc on a fait passer ça, et petit à petit on a été obligé d'écrire des vrais épisodes. Et donc là ils se sont rendus compte que Marinette elle se transformait à la 20e page, je me dis c'est bizarre quand même, ça va être très long là, on va s'emmerder non? Mais en fait qu'est-ce qui a marché? C'est les personnages, on est d'accord, on s'en fout, qui se tatanent, se battent et tout, c'est super, c'est joli, mais on va pas faire ça pendant 20 minutes, c'est un peu long, on est d'accord non? Donc par contre, d'avoir des vraies émotions, une vraie Marinette, qui est pas un cliché, qui est une fille qui vit des trucs hyper importants, qui est comme nous toutes, quoi, tu vois, elle se pose des questions, elle se dit ah, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, comment je vais lui dire je t'aime à ce garçon, oh, c'est compliqué, dis donc, il a l'air de s'en fiche de moi, et puis moi à chaque fois que je vais lui parler, j'y arrive pas, pourquoi elle n'y arrive pas? Vous allez me dire, vous allez me le dire ou pas? Pourquoi elle n'arrive pas? Eh ben vous allez voir la saison 5, on va enfin vous le dire. Nouveau spoiler. Et donc, vous verrez, il y a une vraie raison, et ça on le sait nous depuis le début, mais il y a une raison pour laquelle effectivement elle n'y arrive pas. Et ça c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on est tous comme ça dans la vie, non? En vrai, on se comporte d'une certaine façon parce qu'on a un passif, on a vécu des choses, on a une histoire, une fois transgénérationnelle, et donc c'est ça qu'on avait envie de raconter, plus que de raconter juste je suis acclimatisé, j'ai envie de me battre, et à la fin je suis plus... on s'en fout ça. Donc ce qui était intéressant, c'était de transformer ce que les gens avaient l'habitude de voir, des séries de super-héros avec des grosses actions, des gros méchants qui arrivent au milieu, on ne sait pas pourquoi, et puis ils se battent, et en fait le remplacer par des personnages qui ont des émotions, et qu'on les suive, et qu'on ait envie d'être avec eux, et qu'on a envie de faire changer celui d'en face, et pas le terrasser, vous voyez ce que je veux dire, pas le tuer, l'assassiner, c'est horrible ça, et pourtant c'est ce qu'on nous vend souvent dans des films, c'est on va le terrasser, on va le mettre en prison, on le tue, c'est mieux encore, on lui coupe la tête, tiens. Alors, il coupe la tête, c'est comme ça, c'est radical, il dira plus rien. Et non, on ne voulait pas faire ça. Et donc ça, c'est un truc très particulier, mais qui effectivement était plus compliqué à vendre. Comment vendre ça? Comment tenir sur 22 minutes? Comment faire tenir 14 minutes le diffuseur sans qu'il pète un câble et qu'il nous laisse raconter l'histoire de Marinette, d'Adrien? Et puis vous avez vu toutes les saisons qui viennent, de plus en plus tous les copains et les copines, pour que tout le monde existe et tout le monde ait sa place et que la série soit représentative de notre monde. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Qu'est-ce que ça vous dit, vous, ça? Mais peut-être juste sur le fait que pour en arriver là, il fallait passer par une écriture qui soit un peu dans la contraction. C'est un peu ça dont tu m'as pas mal parlé quand je suis arrivée. Le fait que, par exemple, vous écrivez pas une scène de bagarre sans qu'il se passe en même temps quelque chose dans le rapport humain. Par exemple, Ladybug Chat Noir, c'est une manière difficile, parce que tu dis... Ah oui, non, jamais, ouais. Ah non, pour nous, si dans une scène, l'intrigue n'avance pas ou les rapports entre les personnages n'avancent pas, elle ne sert à rien. Donc ça sert à rien de l'écrire, on va se fatiguer pour rien. Comme on est très très facile à fatiguer, on ne fait pas ça. Donc non, ça c'est important. Toujours, il faut toujours qu'on apprenne quelque chose sur nos personnages, que ce soit émouvant. Pour nous, c'était ça notre ligne directrice, elle sera toujours d'ailleurs. C'est on a envie de pleurer et de rire en fait, c'est tout. On a envie que ça ressemble aux émotions qu'on vit tous les jours, et je pense que les enfants, ce qui est cool aussi, c'est que quand on est tout petit, des fois on ne sait pas quoi faire avec nos émotions, elles nous embarrassent comme des vêtements trop grands ou trop serrés, quoi. Alors on ne sait pas trop quoi faire. Alors c'est bien qu'il y ait une série, je trouve, qui leur explique ça et qui va continuer, j'espère. Oui, puis ça crée aussi une série qui est, comme tu disais, caractère-driven via Marinette, dont les objectifs principaux sont toujours en contradiction avec ce dont elle aurait profondément besoin. Exactement. Le fait qu'en fait, ce qu'elle cherche à faire dans sa vie, c'est vivre son amour pour Adrien en cachette, cacher son identité de super-héroïne, et ce dont elle aurait évidemment besoin, c'est au contraire de vivre ça au grand jour et de pouvoir exprimer ses émotions, ce dont elle a en fait le plus peur. Ouais. Et cette contradiction interne-là, c'est un peu une contradiction qui ressemble à la vie, mais qui drive ensuite toute la série. Et comme par hasard, tu le dis bien, sur les émotions. Oui. Tout est tout le temps lié effectivement sur les émotions. C'est là où je dis, c'est les choses qui étaient au cœur du concept initial de Thomas. Il y a déjà ça. Déjà, c'est une série sur l'émotion. Il a envie de parler de ça, parler de cette histoire d'amour. Nous, on a toujours dit, en fait, c'est très drôle parce qu'on parle toujours entre nous de quatuor amoureux. Or, ils sont deux. C'est très drôle. C'est le seul quatuor où ils sont deux.
Mais c'est génial. Et si vous cassez ça, par contre, vous êtes fichu. Ah oui, si vous cassez ça, si vous cassez le quatuor, la série elle marche plus. Il n'y a plus de moteur. IHS. Alors ça inquiète les gens. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous faire ça pendant 15 ans. Vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Mais voilà, mais ça c'est intéressant effectivement de voir comment effectivement dans l'écriture on ne se laisse pas embarquer par des histoires où c'est l'action qui va nous mener, mais plutôt les personnages. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être aussi d'ailleurs, parce qu'en fait on a... Ah, monsieur. J'ai deux questions. Oui. Première, pour avoir une réponse plus simple, je dirais, combien de temps combien d'années dure pour réaliser une série, en moyenne, bien sûr, parce que un épisode, ça va être autour de 14-16 mois. Donc, un épisode. Oui. En 3D, mais c'est parce que c'est de la 3D, c'est très long. Oui. Ben, nous, vous pouvez multiplier par 2. Parce qu'on est toujours en retard. Non, mais ça dépend. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est les chiffres 14 mois, ça serait le monde idéal. C'est le monde idéal, si tout se passe bien, s'il n'y a pas le Covid qui arrive, s'il n'y a pas de plan à refaire, si votre studio il travaille très bien. Donc ça, et puis après, vous avez un planning, je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais on appelle ça des plannings en escalier. C'est-à-dire que nous, on commence un épisode toutes les 2 semaines en général. Donc en fait, vous rajoutez, à partir de la première semaine, vous avez 26 épisodes, et chaque épisode met 14 mois, jusqu'au bout. Donc ça va tenir, par exemple à la saison 5, nous on a commencé l'écriture, on a commencé l'écriture je pense après le Shanghai je crois, donc c'était le début du Covid c'est 2020 Voilà, donc on a dû mettre 12 mois, mais vous voyez elle n'est toujours pas livrée donc entièrement, donc ça veut dire qu'on aura mis quasiment 3 ans, in fine. Voilà. Ce qui est rapide en réalité parce que, mais là c'est très technique, c'est très, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers de ça dans la production aujourd'hui, mais la série est très complexe à fabriquer parce qu'en fait, chacun de ces plans, comme c'est pour ça que je vous parlais au début de tableau, normalement dans l'animation, quand vous travaillez en 3D, au-delà de 3 personnages dans l'image, c'est trop compliqué. En temps homme, en temps calculé d'industrie, en fait c'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est des images compliquées à travailler, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail pour une personne dessus, et nous on fait souvent des plans où il y a 14 personnes dans l'image. Donc imaginez le travail de fou, et quand il y a une erreur dans un plan, il faut aller la voir, il faut la retravailler, mais du coup c'est un plan qui est long, c'est très compliqué en vrai. Donc la complexité même de Miraculous et le fait que, si vous voulez, nous, on ait une exigence qui soit au-delà de la normalité, c'est pas normal ce qu'on fait. Oui, je sais, parce que ça dépend aussi de combien de complexité le personnage, parce que par exemple, j'ai écrit une petite histoire avec des pieuvres. Des pieuvres. Des pieuvres, d'accord, oui. Un garçon avec des tentacules comme ça. Et quelqu'un m'a expliqué, c'est difficile de vous l'accepter, parce que les pieuvres, si vous faites plusieurs pieuvres, en plus ils doivent bouger, on les voit tout le temps en image, c'est très difficile à animer. Et ça, ah oui, il y a un peu trop de bras. C'est vrai. Et la deuxième question, est-ce que je voudrais, si vous avez le temps, bien sûr. Comment vous organisez, pas le film proprement dit, mais l'écriture, ça veut dire votre atelier d'écriture, votre... Eh bien l'atelier, une fois que j'ai choisi les auteurs, souvent ils se choisissent eux-mêmes en fait. Chacun écrit son épisode. Non, en vrai, moi c'est très particulier, on se retrouve... Non, vous avez raison, ça peut se passer souvent comme ça, mais moi c'est moi, je suis désolé, après c'est un cas particulier, c'est moi. Moi j'ai fait comme ça, et d'autres font différemment, donc je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas sur Miraculous, ce que j'ai mis en place, c'est que au début d'ailleurs en saison 2, ça ne se passait pas comme ça. Au début, il y avait la première journée d'atelier, Thomas était là, et on mettait en place l'épisode. Et puis ensuite, Thomas partait parce qu'il fallait qu'il réalise la saison 1 qui n'était pas finie, donc il y avait quand même du boulot, donc il allait réaliser la série, nous on finissait d'écrire. Et quand on avait fini d'écrire, je lui faisais lire, il me disait « Ah oui, voilà, t'as fait n'importe quoi », je retravaillais un peu et tout. Au moment, il me dit « Ouais, ce serait pas mieux que je sois là tout le temps en atelier », je dis « Ouais, t'as raison, allez, viens ». Hop, et du coup, hop, il est venu en atelier avec nous, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est 3 jours d'atelier. Le premier jour, en général, alors on a souvent des arches narratives, donc c'est-à-dire qu'on a réfléchi à ce qu'on veut raconter. Bon, vous avez compris, sur 9 saisons, donc sur une saison, vous imaginez
C'est trop fastoche? Non, pas du tout. Et j'ai un tableau dans lequel en fait je mets en début de saison toutes les idées d'épisodes. Donc en général, ce tableau-là, en début de saison, il y a 30 idées, quoi. Donc j'ai déjà trop d'épisodes par rapport à la saison que je vais faire. Donc je sais que je vais jeter des choses, mais la première journée d'atelier, on se dit ok, on fait lequel? On a besoin de traiter quoi? On en est où de notre histoire générale? Qu'est-ce qui est intéressant de raconter pour le spectateur qui va regarder cet épisode qui arrive à un moment donné? Donc on décide de ça. Quand on a trouvé l'épisode, en gros, on discute. C'est ce que disait Chloé tout à l'heure sur les discussions à bâton rompu. Des fois, la première journée, Fred, souvent, il me dit à la fin, il me dit « Ah, on n'a rien fait !» Je dis « Ouais, concrètement, il n'y a pas beaucoup de mots sur le papier, mais en vrai, ce qu'on a fait, c'est parler de tout l'épisode, en vrai. » Donc, ça, c'est important. Et puis, voilà, ça se passe sur 3 jours. Mais c'est pareil, c'est pas forcément une règle. C'est le temps qu'on a élaboré un peu sur Miraculous pour un épisode. Là, le deuxième de la saison 6, on a mis 2 jours. Et puis, en saison 5, il nous est arrivé des fois d'avoir 2 semaines d'atelier pour un épisode. Donc ça dépend de la complexité aussi et l'ambition qu'on y met. Voilà. Et souvent vous écrivez les dialogues, une première version des dialogues, en même temps dans la room avec les auteurs. Ouais. C'est pas... il y a un auteur qui est un peu dévolu à la rédaction des finale de l'épisode et toi qui polish derrière. Ouais. C'est ça. Il y a une grande partie qui est faite quand même... Oui, c'est vrai que ça répond aussi, tu as raison, à la question de monsieur. Effectivement, dans l'atelier, à chaque fin d'atelier, en fait, ça se décide un peu pendant l'atelier d'ailleurs. Il y a toujours un auteur ou une autrice qui s'empare un petit peu de l'épisode, qui a envie que ce soit son épisode. Vous voyez ce que je veux dire, dans le genre, tiens, celui-là, je le sens bien, je me vois bien en train d'écrire. Souvent, je sais que Fred, dès que c'est un épisode très Gabriel, alors là, vous êtes sûr que il va me taper du pied en me disant non, vas-y, c'est pour moi, ça, tu touches pas. Alors, hop, il repart avec l'épisode et c'est lui qui écrit le bullet point et le script. Mais comme dit Chloé, dans l'atelier, en général, il y a déjà... Pour vous donner une image, le deuxième synopsis de la saison 6, dont je ne vais rien vous dire, mais quand on l'a eu terminé en sortie d'atelier au bout de 2 jours, il faisait 14 pages. Et alors j'avais peur, je me suis dit on a peut-être été encore trop long, donc je l'ai mis tout de suite en forme dans Final Draft, et en fait il faisait déjà 192 dialogues et 28 pages. Donc pour ceux qui connaissent un peu le métier, c'est quasiment déjà l'épisode de 22 minutes. Donc voilà, on arrive à un truc très abouti déjà en fin d'atelier. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oh, je ne sais pas qui choisir. Qui je choisis au hasard? Alors, mesdames devant, alors, allez-y. Est-ce que tu peux parler plus en détail de ton parcours, de l'école que tu as fait, de l'expérience que tu as eue avant celle-là et Allez. Alors, moi, j'avais pas fait de formation en scénario avant d'arriver à la Cité. J'avais fait des études littéraires, j'avais fait l'école normale supérieure, donc rien à voir, je pensais faire de la recherche dans ma vie. Et en fait, je suis venue à l'écriture par le théâtre, c'est pour ça qu'on en parlait. Je dirigeais une troupe de théâtre et j'écrivais des spectacles dans ce cadre-là. Et en même temps, je faisais des lectures pour des boîtes de production sur des scénarios. Et j'ai commencé à prendre goût à ça et à me dire, en fait, j'ai envie de continuer à écrire et écrire du scénario. Je travaille dans une agence artistique où j'étais j'étais lectrice de scénario pour les comédiens et les réalisateurs qui étaient les clients de l'agence. Donc j'ai lu pendant 3 ans tout ce qui se faisait en cinéma et en télévision, parce que c'était une grosse agence, donc on recevait énormément de projets. Donc ça m'a un peu formée comme ça, voilà. Et finalement je me suis dit, il faut que je me consacre à plein temps si je veux écrire. Donc j'ai quitté ce travail il y a 1 an et demi, et j'ai fait la Cité. Voilà, c'est ça avec mon parcours. Et du coup, je suis arrivée pour la saison 6 en tant qu'apprenante, donc comme un... Elle n'avait pas grand-chose à apprendre en vrai. Parce qu'il faut être honnête, elle rigole. Parce que non, mais c'est vrai. C'est quand il y avait la Cité des scénaristes, tu avais écrit une scène de 10%, comme si c'était on aurait dit une scène vraiment de la série, quoi. C'était extraordinairement bien écrit. C'est très formateur aussi de lire aussi beaucoup. Non, et puis peut-être que c'est vrai que c'est un peu intéressant de parler pour les jeunes scénaristes, on nous teste en fait beaucoup ce qui parle du temps. On a tous peut-être en parler. Oui, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point finalement pour choisir quelqu'un, alors il y a la rencontre humaine, elle est importante, mais par exemple, je sais qu'en lisant juste quelques lignes de ce que Chloé avait écrit, je savais déjà que j'avais quelqu'un en face de moi qui était une grande professionnelle. Déjà, c'était nickel. C'était drôle, c'était bien écrit,
Et donc, souvent aux États-Unis, ils font ça, ils font ce qu'ils appellent des spec scripts, où en fait ils prennent, je sais pas, quelle série, je sais pas quelle série on pourrait parler, bref, une série qui passe en ce moment, si vous avez envie d'être scénariste dessus, en fait, l'auteur va écrire un épisode qui n'existe pas, hein, mais il va inventer un épisode de la série, il va l'envoyer à la production, en disant voilà, moi j'aimerais être scénariste sur votre série, et du coup quand vous recevez le texte, vous voyez si oui ou non la personne est dans le délire de la série. Nous c'est un peu plus compliqué sur Miraculous par exemple, ne serait-ce que par le décalage qu'il y a dans le temps. Comme vous l'avez compris, vous êtes en train par exemple de voir en ce moment des épisodes que nous on a écrits il y a 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, on est en train d'écrire la saison 6, dont vous ne savez absolument, j'espère, rien. Donc, et j'en suis sûr. Donc du coup, si vous m'envoyez un spec script, vous allez être sur une ancienne saison et ça n'aura aucun rapport avec ce que je suis en train de faire. Donc ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais en même temps, voilà, c'est en même temps d'écrire une scène, avoir une scène dans ses bagages de script, de quelque chose de connu, c'est quand même intéressant parce que ça permet de voir votre niveau, votre professionnalisme, quoi. Quand même. Oui, puis c'est un bon terrain d'entraînement aussi pour se former. Ah ouais, C'est ouais. jamais perdu en plus. Ouais. Non, lire et écrire quand on veut écrire, c'est un peu la base. Hein. Ah ouais. Si vous lisez pas et que vous écrivez pas et que vous avez envie d'être scénariste ou romancier ou romancière, oubliez. Hein. Madame. C'est dans la continuité de quand tu es rentré, Chloé, sur le projet Miraculous, est-ce que, alors sans dire que tu étais fan, est-ce que tu connaissais la série? Est-ce que tu étais très fan? Tu peux dire la vérité. La vérité, c'est que pas du tout, je la connaissais pas du tout. D'accord, ok. Et moi j'ai eu peur, je me suis dit elle va refuser le stage. D'accord, ok. Non, j'étais complètement décalée par rapport à l'univers de l'animation en général. Donc même pas de nom ou quoi que ce soit? Non. Ah d'accord. Affiches dans le métro. Les affiches dans le métro. Ouais, Il y a des affiches dans le métro, honnêtement. Voilà, on ne peut pas les rater. Donc là, j'ouvre les yeux sur mon environnement, mais ce n'est pas Du coup, ça t'a fait quoi de rentrer comme ça? J'ai visionné beaucoup d'épisodes avant de rentrer et t'en parlais là, mais c'est vrai que quand je suis rentrée sur au moment de la saison 6, la saison 5 n'était pas sortie, elle n'était pas disponible, donc en plus, et c'est quand même en plus une bascule narrativement, la saison 5. Non, pas du tout. Pas du tout. En termes de technique. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je parle pas du tout. Oui. Oui, en termes de technique. Oui, c'est vrai. Ah oui, C'est vrai. C'est dans la... Oui, oui. Là, je l'ai rien. Non, rien. Non, non, j'ai eu peur. Non, je n'ai pas dit. Non, non, elle a pas spoilé. Non, non. Non, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai que c'était pas évident en plus d'arriver à ce moment-là. Oui, voilà, parce que la série avait gagné en fait en complexité. Il y avait 4 saisons derrière, il y avait l'aboutissement de certaines choses dans la saison 5, d'autres à continuer, comme toujours. Arrivé à ce moment-là, c'est pas si facile. Et j'avais un trou en fait dans ma connaissance que je ne pouvais pas combler. Tu as accroché? Ouais, mais c'était vachement intéressant parce que du coup, moi j'avais quelqu'un qui connaissait pas. Et ça, c'était précieux aussi. Parce que si tu comprenais rien du tout, du coup, c'est quand même un petit peu un indice. Genre, ça veut rien dire ce que vous dites, vous savez. Bon, des fois, ça veut rien dire ce qu'on dit. C'est vrai. Mais ouais, c'était quand même... Moi, j'aimais bien ça, quand même. Et de toute façon, d'être... c'est une chose contre... C'est pour ça que j'avais voulu avec Thomas qu'on écrive la fin d'un arc avant la diffusion. C'est parce que c'est très compliqué. En fait, c'est une chose que nous n'avons jamais fait. On mesure aujourd'hui le succès de la série que maintenant, en fait, qu'on fait la saison 6. On a toujours été tellement en avance que quand on a fait la saison 5, en fait, la série n'avait pas le succès qu'elle a encore aujourd'hui. Les 2 dernières années, ça a été quand même assez... c'est un peu surréaliste quand même, hein, soyons clairs. Mais c'est agréable, c'est formidable, super. Hein, c'est formidable que les enfants regardent, et même la famille. Donc du coup, ça veut dire que l'objectif du début, là, le mec qui veut faire un truc familial, ça existe, en fait. Il y a vraiment... il y a des gens qui ont 50 ans qui regardent Miraculous, et ça a même perturbé les chaînes de télé qui sont oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a autant d'adultes que d'enfants qui regardent. Bon, c'est pas grave, si. On sait pas. C'est l'inconnu. C'est pas grave. Dites-leur bienvenue, quoi. Parce que c'est quand même la série la plus regardée par les enfants, mais elle est aussi regardée par les adultes. Alors bon, c'est pas un défaut. Mais ça les a quand même chagrinés au début parce que, c'est ce que je vous disais au début, les chaînes de télé, en fait, ils s'adressent à des annonceurs. Et donc, quand l'annonceur, c'est pas genre hyper clair, genre oui, c'est des enfants qui ont 6 et 7 ans qui regardent votre série, ils savent plus quoi faire en fait, ils sont paumés. Tout d'un coup, il y avait 400 000 gens qui avaient entre 15 et 50 ans. Hein?
Qu'est-ce qu'ils font là, à cette heure-là? Ils sont pas en train de faire autre chose? Ils font pas du sport? Ou ils font pas les courses? Et ils étaient perdus, complètement perdus. Du coup, les énormes audiences qu'on a eues, on a été jusqu'à 1 400 000 spectateurs, alors qu'un dessin animé en moyenne, quand ça marche bien, 400 000 spectateurs, c'est déjà un peu la folie. Les mecs, ils ont pété un câble, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Je sais pas s'ils savent d'ailleurs encore ce qu'ils vont faire de ça. Mais je disais ça pour dire qu'en fait, c'est compliqué, effectivement, presque de trop bien connaître la série. Et c'est une chose contre laquelle moi je lutte dans mon travail de directeur d'écriture. C'est au même titre que je demandais à ce qu'au tout début la série ne fasse pas référence à des univers de comics ou de super-héros, etc. Je ne veux pas que la série se fasse référence à elle-même. Il ne faut pas que ça devienne... il existe par exemple, j'en ai jamais lu moi, mais je sais qu'il existe ce qu'on appelle des fanfictions. Bon, eh ben, c'est très bien que ça existe, c'est super. Moi je trouve ça bien d'ailleurs parce que ça veut dire que c'est une série aussi qui donne envie aux gens d'écrire, de créer des choses. Moi je vois des petites voisines et tout qui se créent des trucs, elles sont comme marionnettes, donc vraiment elles ont pris ce que fait le personnage et elles l'ont appliqué dans leur vie, elles sont créatives. Bref, je trouve ça formidable, ça c'est génial, c'est un bel effet. Mais nous, en tant qu'auteurs, on doit faire attention à ce qu'on reste avec nos personnages. Et on doit suivre nos personnages, et nos personnages, c'est eux qui nous guident. C'est pas nous qui allons leur imposer quelque chose parce que, éventuellement, quelque part, quelqu'un qui aime la série aurait aimé que. Moi, je ne lis rien, je ne regarde rien, je ne sais rien. Et donc, du coup, quand je trouve un truc bizarre que peut me dire un auteur ou une autrice, je vais dire, je vois pas pourquoi tu me dis ça, c'est bizarre, ah oui, mais j'ai lu sur Internet que... Je m'en fous d'Internet. C'est très intéressant que ça existe, mais en fait, le problème, c'est que ce qui est bien quand on est spectateur, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, si en fait, on se met à faire ce que les gens attendent, du coup, la série, elle est moins intéressante. Voilà. J'avais une petite question. La première, vous disiez que vous étiez 19 à l'écriture au début. Oui. Parce que vous êtes parti de 19 à... Ouais. C'est le hasard. En fait, c'est parce que j'aime beaucoup rencontrer des gens. Ah ouais, ça, c'est un truc qui est très chouette dans la direction d'écriture, c'est que alors, il faut aimer lire, mais moi j'aime beaucoup en fait rencontrer des talents. Par exemple, c'est ça qui m'a ravi quand j'ai rencontré Chloé, et c'est ça qui me ravit de travailler avec les gens avec qui j'ai la chance de travailler. C'est formidable. La direction d'écriture d'un atelier, c'est simple. Prenez des gens intelligents et doués, hein, et vous les mettez tous ensemble. Ça fait un truc vachement bien, en fait, parce qu'ils sont tous intelligents et doués. Donc ça, c'est assez facile. Et la première saison, en fait, les 19 personnes étaient toutes intelligentes et douées, et après, il y en a qui ont plus ou moins accroché à la série, si vous voulez, dans le ton. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, je pense qu'il y a des séries, je ne saurais pas les écrire, en fait, parce qu'elles ne vont pas me parler sur les thématiques, sur les personnages. Et donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est en fait, en tant qu'auteur ou en tant que directeur d'écriture, on s'empare un peu d'un morceau de la série. Et je sais que dans l'équipe, en fait, chacun va s'emparer d'un personnage, vous voyez ce que je veux dire? Et va se dire, ah, j'ai envie de raconter ça. Mélanie a rigolé en disant à la saison 5, en fait, on a fait un documentaire sur sa jeunesse, quoi. Et c'est pas faux, en fait. On met des choses de nous. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est pour ça qu'on était 19. Voilà, on était 19 au début, et à la fin, ils étaient 4. Et là, en ce moment, effectivement, de nouveaux auteurs et autrices sont rentrés sur la saison 6 parce que effectivement c'était un bon moment aussi pour renouveler un petit peu avec des gens qui ont d'autres obsessions que les nôtres, si vous voulez. Puisqu'on commence un nouvel arc narratif, c'est intéressant qu'en fait de nouvelles personnes viennent s'emparer de ces histoires-là. Et peut-être qu'à nouveau il y aura une dizaine de scénaristes sur la saison 6 et que de ces 10-là n'en resteront que 3 ou 4 en saison 7, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est intéressant parce qu'on ne peut pas préjuger avant de dire « Ah, mais telle personne va être formidable, elle va écrire les meilleurs épisodes de Mia. » J'en sais rien en fait. Et elle n'en sait rien, et j'en sais rien non plus. Et puis c'est vachement enrichissant, je trouve, de travailler avec plein de gens en fait. Et c'était bien, la saison 1. La saison 1 ne serait pas celle-là sans ces 19 auteurs, évidemment. C'était très important. Il y a des idées qu'on n'aurait pas eues, ni Thomas ni moi. Donc ça, et ça je conseille aussi si des gens veulent se lancer un jour dans la direction d'écriture, je trouve que pour une première saison, l'atelier d'écriture, ou alors peut-être de la façon dont je suis en train de le faire pour la saison 6, une réécriture finalement où je fais des ateliers où je fais rentrer, si vous voulez,
C'est un peu Champs-Élysées, vous voyez Michel Drucker qui fait rentrer un nouvel invité chaque samedi. Moi, je fais Michel Drucker. À chaque atelier, je fais rentrer un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Et c'est une nouvelle rencontre. Et on verra ce qu'il en restera. Et effectivement, aujourd'hui, on est obligé d'avoir Thomas et moi qui restons un petit peu, parce qu'en fait, il y a tellement d'historique sur cette série-là maintenant qu'on est à 130. Là, je suis en train de finir le 134e demain matin, je dois finir. Donc ça fait beaucoup d'épisodes. Donc si je prenais des nouveaux auteurs, je les laissais tout seuls, les pauvres, et je pense qu'ils ne seraient pas contents. Non, c'était long en fait, je trouve impressionnant. Et mon autre question, c'était le texte qu'on fait passer à tous les auteurs, les fameux professions, c'est ça que vous voulez. Ah, il n'y a pas de question. Raconte ce que c'est ce test. Qu'est-ce que c'est que ce test bizarre? C'est un test. Alors, c'était quoi? Je l'ai passé il y a quelques mois là déjà. C'était en fait des scènes à écrire et à relier entre elles. Donc c'est ça aussi. On finit par écrire un demi-épisode. Honnêtement. C'est ça. Ouais. Raconter une acomatie. En fait, c'était deux scènes assez typiques de Miraculous, c'est-à-dire une scène Marinette-Adrien avec un événement gênant qui va gêner Marinette, et Marinette essaye de faire quelque chose avec Adrien et ça ne marche pas, donc raconter quel est cet échec et pourquoi. Et ensuite une scène où cette fois-ci c'est Ladybug et Chat Noir, donc leur version super-héroïque, qui combattent un akumatisé à définir, et qui en même temps, chacun porte la trace de ce qui s'est passé quand ils n'étaient pas dans leur version super-héroïque dans les scènes précédentes, et continuent à interagir sur leur mode Ladybug, Chat Noir, et secrètement Marinette Adrien. Voilà, donc c'était en fait trouver une sorte de connexion entre ces scènes et une connexion thématique aussi. Quel était le sujet de fond qui reliait toutes ces scènes entre elles, et comment est-ce qu'on sentait que c'était au fond les mêmes personnages. Je crois que c'est un peu ça que tu voulais dire. Ça permet de voir si les personnes sont capables de créer des situations, parce que c'est très basique, c'est très formule la chose saison 1. Ouais. Et dedans, c'est chaque auteur, autrice a amené son idée de comment Marinette, elle a élaboré un plan complètement stupide pour essayer de dire à Adrien, viens prendre le goûter chez moi. Évidemment, il n'y arrive pas, jamais. Et comment en fait là-dedans, ensuite le rebond ensuite c'était que Alia, sans le lui dire, un peu comme dans Kung Fu pour ceux qui ont vu la série, se débrouillait pour faire venir Adrien chez elle sans qu'elle le sache, Marinette. Et donc il fallait aussi trouver pour l'auteur qu'est-ce qu'Alia avait raconté à Adrien. Et donc la rencontre évidemment de Marinette qui ne sait pas qu'Adrien arrive, qui est juste sur la défaite de son premier plan, qui voit Adrien débarquer, qui ne sait pas qu'Alia lui l'a envoyé. Ça crée une scène rigolote aussi, ou pas. Elle a été faite une 30aine de fois, et chaque auteur y a amené un petit peu sa personnalité. Et c'est simple, moi si je ris ou si je pleure, je valide. C'est pas compliqué. Et effectivement, ensuite, c'est la continuité, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de rupture dans nos narrations. D'ailleurs, je pourrais rajouter une chose que m'avait dite Thomas au tout début quand on avait parlé. Je lui ai dit, raconte-moi. C'est important, un directeur d'écriture, il s'empare à la fois de la série, il la ramène à lui, pour qu'il puisse la diriger, qu'il puisse écrire des épisodes, parce que chacun des dialogues, j'avais calculé d'ailleurs, j'aurais dû ramener ce chiffre, j'avais envoyé ça à Disney pour rigoler une fois, j'avais calculé combien de dialogues il y avait eu dans les 5 saisons qui viennent de passer de Miraculous. Mais en fait, chacun, ça fait des milliers de dialogues, hein, chacun de ces dialogues-là, en fait, un jour, il est passé sous mon clavier, et je l'ai regardé, j'ai dit, là je rajoute une virgule, là je rajoute une respiration, ça c'est mon métier de tous les jours en fait. C'est, race. Là par exemple, je suis en train de finaliser le 603, donc voilà, on a travaillé avec Thomas, j'ai des trucs, j'ai des scènes, puis là il faut dire, mais non, Adrien, jamais il parlerait comme ça. Par exemple, Adrien, jamais il y a d'élision dans ses phrases. Il va jamais dire, ouais, je t'appelle. Non, c'est je t'appelle. Adrien, vous voyez, c'est con. Et le travail d'un directeur d'écriture, c'est que chacun des personnages, un peu comme vous, hein, vous avez tous une façon de parler différente. Et ben, moi, je dois faire en sorte que quand vous allez regarder l'épisode, vous n'allez pas vous dire, c'est marrant, Adrien, il n'a jamais parlé comme ça, sérieusement. Il faut que tout le temps, si je fais bien mon travail, vous avez vu 133 épisodes et vous êtes jamais dit, c'est bizarre, Adrien ne parlerait pas comme ça. Voilà, si j'ai bien fait mon épisode, tous les personnages, ils ont une façon de parler à eux, et c'est tout le temps, ils sont cohérents avec eux-mêmes en fait. Et ça, c'est le travail principal de la direction d'écriture. Et on disait ça parce que dans le test... Le fait de devoir conserver voilà. ce don-là...
Et Thomas me disait aussi au début, il y a un grand défaut souvent dans les séries d'action, c'est que quand les personnages tout d'un coup se mettent à se battre, et il retrouvait beaucoup ça, il me disait ça parce que Thomas c'est un grand border en fait. Il était chef board par exemple sur Totally Spies, et donc c'est quelqu'un qui a un vrai sens du rythme, de la mécanique. C'est pour ça que c'est très drôle aussi Miraculous. Des fois en fait vous écrivez un truc drôle, mais en fait vous le lisez, vous dites c'est pas drôle. Par contre, si c'est bien joué par l'acteur, et si c'est bien monté, mais à la seconde près et tout, ça devient hyper drôle. Et ça, moi, Thomas il me montrait des fois des trucs où, genre, vous regardez tout, on n'a pas été drôle là. Attends, regarde. Hop, il remonte le truc, vous le remontre, vous riez. C'est une question de rythme. Hein, c'est comme au théâtre, c'est comme quand vous voyez des bonnes comédies. Je me rappelle, c'est un truc qui m'a marqué, c'était le dîner de cons au cinéma. En fait, les gens étaient morts de rire. En fait, dans le film, il avait prévu que les gens seraient morts de rire. Il y a des mots, et en fait, c'est drôle parce que ce genre de film, quand vous le regardez chez vous dans le salon tout seul, ils sont super bizarres en vrai. Parce qu'il y a des trous. Et en fait, il y a la place pour le rire. Le rire a été pensé dans l'écriture. C'est génial. Et bref, tout ça, c'est très, très millimétré. D'ailleurs, quand vous regardez la scène classique du... comment il s'appelle je sais plus, le truc là, avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte, qui est très drôle. Le rythme, c'est de la musique, hein, c'est des symphonies. C'est la symphonie du rire, quoi, c'est extraordinaire. Et ça c'est vraiment... et je disais ça parce que, juste pour finir, je vous donne la parole, madame. Parce qu'en fait, il disait souvent, en fait, dans le board et même dans l'écriture, les gens ont tendance à faire que les super-héros, ils se mettent à se battre, donc ils se battent, ils s'arrêtent. Oui, tu sais, oh là là, hier, j'étais au cinéma, c'était génial. Ah oui, oh bah oui, c'était génial. Attends, je vais me rebattre. Ah, oui, tu sais, et en fait, le truc à faire, bah, c'est que ça s'arrête jamais, en fait, comme dans la vie. Si on est en train de marcher, on parle. Hein, on traverse, on va aller jusque là-bas, on va continuer à parler, on va pas s'arrêter, on va pas se parler juste quand on est arrêté et qu'on se voit. On continue. Donc c'est arrivé à faire ça, et c'est marrant parce qu'en fait, au début, je me faisais taper sur les doigts tout le temps, parce qu'en fait, nos scénarios, ils font en général 32 pages et 240, des fois. Le pire, c'est qu'on a été à 35 pages et 275, 280 dialogues pour un épisode qui s'appelait Chevalier Noir en saison 1. Je sais même pas encore comment cet épisode est rentré dans le format de 22 minutes. Spoiler, en saison 5, on n'a même pas cherché à comprendre. Il y a des épisodes de 25 minutes. Parce qu'à un moment donné, on n'y arrivait plus. On avait trop de choses à dire. On devait faire des 44, quoi. Bref, je disais ça juste pour vous dire qu'en fait, on ne s'arrête pas. Voilà, c'est un fil continu, effectivement, entre la sitcom, ce que vous vivez, en fait, ce que vous vivez, vous êtes ce matin, je sais pas, vous avez des enfants, une femme, un mari, j'en sais rien, ce que vous vivez quand vous allez sortir, en fait, vous l'avez toujours en vous, émotionnellement, intellectuellement, donc ça va impacter ce que vous allez faire dans la journée. Même ne pas en parler, c'est impactant. Même ne pas en parler, ça va jouer sur le fait que vous n'allez pas vouloir en parler. Hein, c'est hyper intéressant. Et donc, vous devez penser à ça quand vous écrivez tout le temps. Et ça permet de raconter, par exemple, des histoires avec un nombre de dialogues hallucinant. Des fois, on a 50, 100 dialogues de plus que n'importe quelle autre série, parce que tout est dans l'action tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que c'est très intense. Madame là-bas qui levait la main, pardon. Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, je me demandais, est-ce que quand vous écrivez, vous jouez entre vous, est-ce que vous écrivez par les mots, ou est-ce que vous dessinez les scènes pour avoir ce rythme même à l'écriture? C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des actrices. Hein? Les jouer plutôt les dialogues. Ouais. Franchement, Quand... Anecdote. Quand on écrit Gang des secrets, c'est le même jour que Ikari Gozen. Journée très très intense. On a fini, je crois qu'on a fini à 2h du matin, on a été manger ensemble. Ça n'en finissait pas cette journée. Mais c'est une des journées les plus intenses et les plus remarquables de notre carrière de scénariste, je pense. Et je pense un de nos meilleurs scénarios. En fait, au début, gardez-le pour vous, hein, c'est un secret. Au début, en fait, je suis en colère. Parce que commence à arriver un peu le succès, etc. Et qu'on me dit, oui, ça serait bien qu'il y ait plus de super-héroïnes, tout ça. Je dis, ouais, on m'emmerdait déjà depuis des années, à pas vouloir de garçons, c'est une série de filles. Pour moi, c'est une série, l'amour, c'est les garçons et les filles, ou les filles et les filles, et les garçons et les garçons. Donc, c'est pas une personne toute seule. Voilà, c'est autre chose. Bref. Et donc, du coup, moi, mon combat depuis longtemps, c'est de mettre en avant tout le monde. Et pas que la série de Marinette. C'est la série de Marinette et Adrien, et puis leurs copains, leurs copines. Et donc l'inclusion, sans que ce soit un sujet, mais nous sommes tous représentés comme on est tous représentés dans le monde, parce qu'on ne nous demande pas, on est nous, hein. C'est tout. Bref. Et donc quand on fait Gang des secrets, je suis un peu en colère. On m'a dit, mais c'est vrai, hein, les marchands de jouets vous expliqueront, si vous voulez vendre une figurine, si votre personnage n'apparaît pas au moins 3 fois dans votre série, en fait, il n'y a pas assez de visibilité.
Et quand vous le vendez dans un magasin, l'enfant, face à ce jouet, va se dire c'est une erreur. S'il n'a pas vu l'épisode, il va se dire c'est une erreur. Il est capable de reconnaître Ladybug et Chat Noir, il les voit tout le temps. Et s'il voit, vous lui avez fait un truc bizarre, il dit non, c'est pas dans la série ça. Ça se trouve c'est dans la série, c'est juste dans l'épisode que t'as pas vu. Désolé mec. Voilà. Bon. Et donc c'est la réalité. Bon, sauf que moi, j'ai tendance à pleurer, à rire, mais aussi à être en colère. Et donc j'étais en colère. Je dis, vous savez quoi? Viens, je vais mettre 4 accoumatisés qui sont réaccoumatisés. Comme des secrets. Et donc au début, vraiment, c'est pas bon. C'est vraiment genre, vas-y, t'écris une histoire juste pour accoumatiser plein de monde et pour vendre plein de jouets. Et puis là, personne ne veut écrire le scénario. Tout le monde me dit, ouais, bon, tu me laisses celui-là, tiens, il est nul. Je dis, ah putain, voilà, c'est nul, on a écrit un truc nul, voilà, on l'a fait avec mauvais esprit, c'est nul. Je dis, ouais, vas-y, laisse tomber, on jette. Puis au moment où on commence à réfléchir, on dit, ouais, vous savez quoi? Ça, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est comme Marinette qui doit être Ladybug depuis tant d'années. C'est tellement lourd d'être tout seul à se trimballer ce truc-là sur la gueule. C'est lourd un succès en vrai. Ça paraît con comme ça, mais c'est lourd parce qu'il y a tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à ce que vous faites, alors d'habitude tout le monde s'en fout. Alors du coup c'était lourd, c'est pour ça que j'avais pleuré sûrement aujourd'hui, ce jour-là. Et donc là, les copains et les copines ils me disent ah mais t'inquiète, on va faire un bon épisode, vas-y on reprend à zéro, on reprend à zéro. Ah. Et on commence à mettre un peu d'émotion là-dedans, et en fait on se dit ok, on va faire un épisode où on montre que Marinette, elle commence à en avoir plein le cul. Parce que être une super-héroïne quand t'as 14 ans, d'accord, la vraie vie c'est ça. Imaginez, vous êtes super-héroïne, d'accord? Ça y est, vous avez 14 ans, vous devez aller à l'école. Vous avez un copain à qui vous n'arrivez pas à dire je t'aime. Et en plus, vous avez les parents qui sont tout le temps sur le dos. Bref, vous avez plein de trucs à faire, vous avez les devoirs, les machins, les trucs. C'est galère d'être super-héros. De devoir mentir à tout le monde en plus. Vous devez tout le temps mentir alors que vous détestez mentir. C'est un truc horrible mentir aux gens. Vous aimez pas ça. Donc Marinette, elle a les boules. Elle en a marre. Et donc, on s'est remis à écrire l'épisode en se mettant dans les chaussons de Marinette, en se disant ok, Marinette, elle est comme nous, elle en a marre. Ça fait trop longtemps que ça dure, et qu'elle se tape ça toute seule, genre comme ça, elle doit être une super-héroïne, je dois pas le dire, c'est des secrets, tout ça, machin. On écrit l'épisode comme ça, et on se dit à la fin, au début, notre plan, c'est, l'arc de l'épisode, c'est, elle aimerait tellement le dire, mais c'est tellement Marinette, je suis sérieuse et tout machin, que je vais pas le dire. Et en fait, on écrit la scène. Et comme dit Chloé, on joue les scènes, quand on les écrit. Et en fait, on écrit en même temps, et en même temps que, en fait, on est tous connectés, et donc on écrit... des fois en même temps, c'est très mignon à voir d'ailleurs, parce que vous voyez 4 curseurs en même temps qui écrivent et tout, ça va très vite. Et au bout d'un moment, donc on écrit la scène, donc pour ceux qui, pardon à ceux qui n'ont pas vu la série, mais la scène est très belle. Vous verrez, c'est l'épisode 3 de la saison 4 4, c'est l'épisode 403. Dernière scène, j'imagine, que vous évoquez. Dernière scène. Donc, en fait, Marinette a menti à toutes ses copines. Elle n'a pas eu le courage de leur dire qu'elle était Ladybug. Et les copines s'en vont, et la dernière à sortir, c'est Alia. J'ai pleuré en le disant. Et donc, Alia, elle va pour sortir, et là, on se dit, Alia, elle est pas conne. Alia, c'est une sacrée meuf. Et donc, elle la regarde, et on se dit, ouais, Alia, elle peut pas être comme ça, genre, vas-y, je t'écoute, et tu t'as... Et elle regarde, elle fait, c'est quoi, meuf? Je sais que tu m'as menti. Je sais que tu m'as pas tout dit. Mais c'est pas grave, t'es ma copine. Et là, je commençais à pleurer. Et je sais plus comment on a fait le lien, mais bref, elle revient, parce que Marinette lui dit un truc, et en fait, on s'est mis à jouer la scène nous-mêmes. Et c'était assez émouvant comme moment, parce que c'était genre, ok, je peux pas te dire mon truc. Mais si, tu peux tout me dire, je suis ta meilleure amie. On se dit tout, ça sert à ça une amie. Non, mais il y a des trucs que je peux pas te dire, parce que ça serait de faire porter des trucs trop lourds à toi aussi, j'ai pas envie de te faire porter des trucs trop lourds. Partager un secret, ça peut être dur. Et elle dit, mais c'est pas grave, meuf, que tu me le dises ou que tu me le dises pas, c'est pas grave. Mais si tu veux le dire un jour, tu peux me le dire. Et donc, on a fait ce fameux dialogue où vraiment elle dit, non, mais je te le dirai pas et tout machin, et au bout d'un moment, c'est venu tout seul dans la salle où on a dit, au bout d'un moment, on a dit, parce que je suis Ladybug. Et on s'est tous mis à chialer, on s'est dit, ok, il n'y a pas de dialogue derrière ça, fin. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, putain, on va vendre un épisode qui se termine sur ça, il n'y a rien derrière? Je dis, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a juste tu pleures. Enfin, on espérait que les gens allaient pleurer. Nous, on a pleuré. Je sais pas si vous avez... Mais nous, on a beaucoup pleuré ce jour-là. Ça nous a fait du bien. Que Marinette, elle partage ça avec Alia. Et depuis, nous, on trouve ça très cool de partager ce secret-là. Parce qu'un secret, c'est lourd. C'est ça qu'on voulait dire aussi. Et c'est quelque chose qu'on se traînera pendant des saisons et des saisons, les secrets. Parce que les secrets, c'est lourd dans la vie. Quand on décide de mentir pour les autres, qu'on ment pour soi-même, qu'on se ment à soi-même,
Voilà, ça c'est très lourd. Et ça c'était un moment, voilà, c'était un moment de vie. Je ne sais plus qui parlait, posait la question. Effectivement, est-ce qu'on le joue? Madame posait la question. Oui, on le joue, et c'est parce qu'on l'a joué sinon on l'aurait jamais écrit. Si c'était resté intellectuel, l'épisode ne se finissait pas comme ça. C'est parce qu'on l'a joué, qu'on a pleuré, qu'on s'est vu les yeux dans les yeux et on s'est dit ok, c'est ça l'émotion. Ça c'est vrai. Ça c'était le vrai truc. Maintenant je vous fais un spoiler, un truc que vous êtes dégoûté. Oui, je vous dégoûte ceux qui regardent vraiment la série. Il existe la suite de cette scène-là, en fait, elle est écrite, elle devait être produite, ça n'a jamais été produit. Mais, voilà. En fait, il existe une scène, on a écrit la scène suivante, mais effectivement, en fait, ça enlève du charme. Ce qui est beau aussi dans les histoires, je trouve, après, c'est chacun a son avis, mais c'est qu'on puisse aussi se projeter certaines choses, se raconter des choses. Il faut la place pour les fanfictions. Monsieur. Comment on change un moteur narratif en cours d'écriture? On change pas. Jamais. Ah, j'ai menti, hein. Chloé a dit c'est un enfoiré. Tu pas dit ça. Tu l'as pensé. Non. Et qu'est-ce que vous entendez par moteur narratif? Là, du coup, le moteur narratif, c'est la relation entre les deux personnages, c'est l'amour, qui n'est jamais dit. Donc, au bout d'un moment, on pourrait se dire qu'ils vont finir par se dire, et donc on change de moteur. On peut. Mais ça s'appelle changer de paradigme dans une série. En fait, vous devez, si vous changez de paradigme comme ça, vous créez ce qu'on appelle un avant et un après. C'est-à-dire que dans l'ordre des... là, vous retombez sur un problème de diffusion, en fait. C'est possible. D'ailleurs, si vous regardez la saison 5, il y a beaucoup d'avant et après dans la saison 5. Mais c'est un vrai problème pour moi. Je suis pas très content de ce qu'on a fait en saison 5. En réalité, narrativement, c'est très bien parce que c'est feuilletonnant. Et c'est intéressant ce que vivent les personnages. Mais je trouve que ça arrive... Il y a trop de avant-après, en fait. Il y a trop de avant-après, trop souvent. On aurait pu faire durer... Mais c'est une question de rythme, après. C'est une question de rythme. Mais quand vous faites ça, vous changez effectivement... ce que dit monsieur, c'est ça. C'est en fait, il y a des changements de moteur narratif dans la saison 5, entre les personnages, qui en fait créent des sentiments étranges pour des gens qui n'auraient pas vu un épisode. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, cette série-là n'aura pas de problème sur une plateforme. Vous regardez les épisodes dans le sang. D'ailleurs, je pense qu'elle est très très bonne pour ça, cette saison-là. Mais si vous la regardez sur une chaîne linéaire qui diffuse dans n'importe quel sens, alors ils essayent de ne pas le faire d'ailleurs, mais c'est plus compliqué. Oui, c'est compliqué parce que vous arrivez sur un... Ah merde, les personnages ont vachement bougé là quand même. On est dans autre chose. Donc ça, il faut y penser. Mais ça, c'est... Comment dire? On regrette pas d'avoir fait la saison 5 comme elle est, parce qu'elle devait être comme ça en fait. À un moment donné, c'est les personnages aussi qui vous dictent ce que vous devez faire. Donc c'est comme ça aussi que je vends les choses. Et je dis aux chaînes de télé, ça doit être comme ça. Vous n'avez pas envie de cette série-là, mais moi je vous dis que c'est comme ça qu'elle doit être. Donc c'est mon métier de vendre ça. Mais après, voilà, il faut avoir conscience des impacts que ça a sur la diffusion. C'est compliqué. Si je livre pas l'épisode 6, compliqué de comprendre l'épisode 7. Vous voyez? Par exemple. Donc ça c'est compliqué. Après c'est possible, mais vous changez vraiment ce qu'on appelle le paradigme de la série. Donc je conseille plus de faire ça d'une saison à l'autre. Vous voyez, on a fait ça par exemple pour ceux qui connaissent bien Miraculous. Quand vous passez de la saison 3 à la saison 4, elle devient gardienne, par exemple, de Miraculous. Donc c'est un changement de paradigme. Sur le côté super-héros, pas sur le côté... En fait, il ne faut pas tout changer dans une série. Tout changer quand même, c'est un sacré bordel. Ça demande quand même à tout revoir. Ça peut donner l'impression d'être plutôt dans une collection que dans une série. Vous voyez? Donc ça c'est à manier avec délicatesse. On peut changer d'équilibre, mais pas forcément pas de faire en fait. C'est ça. Oui, mais dans ce que voulait dire monsieur, je sens je vois ce qu'il veut dire dans les rapports entre les personnages. Les rapports entre les personnages, il appelle ça, mais t'as raison, c'est un équilibre entre les personnages. Après, le moteur de Miraculous, c'est le secret. En réalité, c'est pas les relations entre les personnages tel que vous l'envisagez vous en fait. C'est pour ça que pour nous on ne change pas en fait le moteur de la série. Le moteur de la série, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces secrets, et c'est qu'il y a toujours un secret entre Marinette et Adrien, toujours. S'il n'y a plus de secret entre Marinette et Adrien, alors vous avez un problème. Vous voyez? Par contre, vous pouvez avoir plein d'autres idées. Oui, madame. C'est une question. Il y a deux questions pragmatiques et personnelles aussi. Alors, la pragmatique, c'est en tant que directeur ou directrice d'écriture, on va se passer. Quand on veut justement, c'est une super idée que vous avez, c'est d'offrir un message des salaires de manière à pouvoir optimiser la collaboration, la créativité et d'éviter que les égos se combattent dans les idées qui nous viennent en écriture. Simplement, ce message des salaires, est-ce que ça va m'engager, moi, de devoir recruter
scénaristes qui ont la même expérience, le même nombre de projets plus ou moins, comment gérer justement ce moment-là quand j'ai un scénariste confirmé qui me dit moi je suis un confirmé, je vais un salaire plus élevé que d'autres. Il vient pas. Voilà, c'est ça. Il vient pas. C'est un contrat moral. Donc, du coup, ça nous limite dans les recrutements si on va pas lisser les salaires pour pouvoir être libre cette façon. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui entraînerez les gens ou pas. Ouais. Voilà. Après, voilà, si les gens ont envie de venir. Après c'est vrai que sur la saison 6, par exemple, je fais quelque chose très technique. En fait, quand je fais venir une personne juste pour un épisode et que je suis pas sûr qu'elle revienne, je survalorise son salaire. Par contre, les droits de diffusion sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. Mais c'est juste pour survaloriser effectivement le fait que la personne s'engage à venir une fois sans être sûr de revenir. Voilà. Donc il y a toujours des aménagements. En même temps, encore une fois, il n'y a pas de dogme. Hein, c'est pas, je pense pas qu'il y ait de règles formidables. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que chaque série a vraiment ses particularités et que chacun d'entre nous on est aussi différent. Mais par contre, j'ai jamais. Pour moi, c'est vraiment un engagement moral, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas écrit de scénario, c'est arrivé sur Miraculous, j'ai un garçon, j'ai raconté ça déjà? Non, j'ai pas raconté, Jean-Rémy. J'ai un garçon qui en fait faisait de la production, que je ne connaissais pas, qui m'avait envoyé via Thomas, sur une feuille comme ça, là, il m'avait envoyé des idées. Et j'en recevais à l'époque, c'était la saison 1 la saison 1 avait été diffusée déjà une première fois. Elle avait un peu de succès, et lui il avait beaucoup aimé la série, et il avait envie d'être scénariste, il n'avait jamais écrit de sa vie. Je lis les trucs, putain quand même. Et dedans il y avait Oblivion, pour ceux qui connaissent la série. Je dis ah ouais, quand même c'est bon ça. Ça c'est, ouais. Et puis il y avait Capitaine Hard Rock, un autre épisode qui était bien. Je dis ah dis donc, le Coco il n'a pas écrit mais c'est pas mal. Et alors j'ai demandé à mes camarades, je leur ai dit bon voilà, j'ai un garçon là, et il a des bonnes idées, bon maintenant il n'est pas scénariste, donc sûrement que techniquement ce sera compliqué, parce que là pour le coup il n'avait pas forcément le savoir-faire technique. Et bah donc on s'est mis d'accord, en fait chacun d'entre nous à tour de rôle serait son espèce de compagnon apprenant, comme à la Cité des scénaristes, et puis bah voilà on l'a accompagné en fait. Donc et il avait le même salaire que nous, les mêmes droits. Non, d'ailleurs, non, je dis une bêtise, je l'avais survalorisé en fait, à l'époque. Parce que je savais qu'il ne reviendrait pas forcément tout de suite, donc on avait survalorisé son travail en fait. Voilà, pour que ce soit juste en fait, du fait que nous, on travaille tout le temps. Donc on avait revalorisé en fait, mais c'était d'un commun accord en fait, voilà. Mais c'est pareil, c'est des choses qu'on décide tous ensemble. J'ai envie de vous dire, si un jour il y a quelqu'un qui dit « Oh, dis donc, tu prends un peu tes libertés, tu fais ce que tu as envie, mais moi j'ai pas envie », bon bah c'est que ça va pas le faire. Hein. Si vous sentez, de toute façon, si on sent des tensions dans la salle d'écriture, hein, c'est compliqué. Hein. Ouais. La question plus émotionnelle, plus personnelle, si je me permets de vous la poser, c'est qu'est-ce qui a fait que dans votre vie, à un moment donné, la comédie romantique, ça vous a autant invité, autant porté? Parce que vous parlez de comédie romantique tout à l'heure, vous adoriez les comédies romantiques. Eh ben, je crois que comme Marinette, c'est une personne de votre vie, c'est quoi? Je crois que comme Marinette, j'ai jamais rien compris à l'amour pendant très longtemps. Oui, madame. J'ai deux questions. La première, en fait, j'ai envie d'être scénariste, c'est un peu mon rêve, etc. Et j'aimerais bien savoir, en termes de la personne qui vont se citer, mais quelles spécialités sont les meilleures à choisir pour être orientée vers la voie de scénariste? Ah, vous voulez dire au lycée peut-être, c'est ça? Oui, ça dépend en fait, parce que moi, regarde, j'ai fait du littéraire. Toi, t'avais fait quoi, toi? T'avais fait du littéraire aussi? Sciences, toi aussi. Ah oui, c'est vrai que toi, t'es intelligente. C'est la différence qu'on a tous les deux, c'est que Chloé, elle est très intelligente à la base, alors que moi, vraiment, je m'entoure de gens intelligents. C'est la différence, vous voyez, Oui, c'est vrai, oui, t'avais fait sciences, toi. Ouais, mais t'as fait aussi des lettres et tout. Non, mais c'est vrai que faire des lettres, ça aide. Après, si vous avez compris ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, imaginez... Non, après, parce que papa, il est là, il surveille quand même. Non, mais c'est bien, je dis qu'il faut qu'elle travaille le français, donc c'est bien. J'ai envie de vous dire, si vous voulez écrire c'est pas grave de ne pas être forte en français. Alors, je vais répondre encore à madame, parce que vous n'avez pas posé la question, je vais vous répondre à la question que vous ne m'avez pas posée. Moi, j'étais nul en français. À l'époque, on mettait des notes différentes aussi de ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, moi, en 6e, j'avais 0 tout le temps en dictée, quoi, par exemple. Alors, j'étais bon en rédaction, quand même. Toujours. Mais j'étais pas un super bon élève.
j'ai fait des études littéraires et je me suis mis à lire, je me suis mis à écrire. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie de lire et d'écrire, par contre, c'est que c'est pas pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est important parce que vous allez passer votre vie à lire et à écrire, hein, si vous êtes scénariste. Hein, c'est notre quotidien quand même. Oui, vraiment. Puis c'est une discipline en plus à ouais. apprendre. Mais c'est autre chose que le scolaire en fait. Ah ouais, c'est autre chose. Moi par exemple, ma vie, c'est je passe mon temps à lire. Et je n'arrête pas en fait. C'est dans la journée, c'est lire des textes qu'on m'envoie, c'est relire ce que j'ai écrit, c'est corriger ce que j'ai écrit, c'est écrire, en plus comme je suis maso, hop, je vais me lire un livre en rentrant chez moi histoire de faire autre chose. Mais vraiment idiot. Je me rends compte, hein, si j'étais à votre place, je vois très bien ce que vous êtes en train de vivre, mais donc il faut avoir envie de lire, d'écrire, parce que sinon, est-ce que vous amusez à écrire? Oui, d'accord, Ça, c'est pas grave, ça. On a tous commencé par ne pas finir. À un moment donné, il faudra finir, mais bon, c'est pas grave. Ça, et même si vous faites des fautes, en fait, on s'en fiche en réalité. Ce qui est important, par contre, c'est de sentir qu'on a un vrai désir de raconter quelque chose. Si vous ne sentez pas que c'est plus fort que vous, c'est ça, hein, des fois on écrit des trucs, je sais que tu es comme moi, on écrit des trucs, on ne sait même pas ce qu'on va en faire. C'est vrai. On passe notre week-end à écrire un truc que personne ne nous a demandé. Hein. Donc si vous sentez que vous êtes comme ça, et qu'il y a vraiment un truc que vous avez envie de dire, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dire ça, bon ben ça c'est pour vous. Voilà. Après les notes, pardon. Oui, monsieur. Excusez-moi, mais quel est le genre littéraire qui serait le plus approprié dont vous parlez de lecture, pour la scénarisation par exemple, qu'est-ce que le genre littéraire que vous, par exemple, quand vous dites que vous lisez, et les scénaristes qui ont sur ce projet de Debug, quel est le genre littéraire? On est très différents tous. On est très différents des lectures. Je peux lire des choses très différentes. Entre la littérature classique... Des romans à hauteur d'enfant, je dis que ça aidait pas mal. Ah oui, j'aime bien aussi. Ouais. Moi je lis tout en fait. Tant qu'il y a une bonne histoire, c'est vrai que je peux aller au salon du livre jeunesse et revenir avec 10 livres pour les enfants de 8 ans. Et je les lis, j'adore. Si l'histoire elle est bien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça après c'est parce que je pense qu'après il y a aussi une passion, une envie. Moi j'ai toujours eu envie, j'ai toujours eu envie d'écrire par exemple pour... des histoires qui touchent aussi les enfants et qui parlent de l'enfance. Donc je suis passionné... tiens, c'est toi qui m'as conseillé La vie devant soi, de Romain Gary par exemple. Voilà, rien à voir. Mais pour répondre à votre question, c'est peut-être plus précis. Par exemple, avec Chloé, on a une discussion sur la littérature, parce qu'on aime bien la littérature tous les deux, et elle me parle, je ne l'avais pas lu, La vie devant soi de Romain Gary, qui est raconté à hauteur d'enfant. Hein? Et ça, je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, après, j'ai relu un livre, que je ne sais pas si je l'avais déjà lu d'ailleurs, quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Formidable. Pareil, c'est raconté par un enfant. Vous voyez, c'est une espèce d'obsession, j'adore. Je trouve que l'enfance, j'ai une nostalgie de l'enfance formidable. Je trouve que c'est une belle période en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien, je trouve que c'est important ce qu'on vit à l'enfance, aux âges où nos enfants regardent la série Miraculous. Et donc moi j'aime bien lire ça, mais je peux lire aussi des thrillers. En fait, j'aime lire en fait. Dès que l'histoire me plaît, je vais lire. Madame. Oui, du coup, j'ai une petite question qui peut paraître peut-être stupide, je ne sais pas. Il n'y en a pas de stupide. Mais du coup, je voulais savoir comment vous faites pour réussir, est-ce que vous êtes toujours sûr de ce que vous écrivez, comme quoi ça va marcher ou pas? Est-ce que c'est un peu un pari? Ou est-ce que, parfois est-ce que c'est un pari ou est-ce que vous êtes dans la certitude? Est-ce qu'il vous arrive en fait au contraire parfois d'écrire des scénarios et en vous relisant, vous commencez à douter ou pas? Parfois si vous êtes habité par une espèce de syndrome de l'imposteur, je ne sais pas. Comment vous faites pour prendre du recul peut-être parfois? Le syndrome de l'imposteur, pour point que j'ai donné même le titre à un épisode. Bref, c'est une très bonne question, vous voyez? Oui. Si, c'est une très bonne question. C'est peut-être pour ça que j'ai fait mon métier de directeur d'écriture. C'est que quand on est directeur d'écriture, on reçoit les textes de tout le monde. On entend dans la pièce tout le monde dire des idées. Et en fait, j'ai un truc que je ne sais pas expliquer. Pourtant, je n'étais pas un super bon élève. Et en fait, je sens quand à un moment donné, il y a la bonne idée. Quand c'est ce qu'il faut pour le personnage ou la série. Je ne sais pas pourquoi, en fait.
Mais quand je sors d'atelier, en fait, je sais si j'ai un bon épisode, en fait, parce que je suis capable aussi, je pense, de le vendre au diffuseur à n'importe qui. Je suis capable de me battre pendant des heures parce que je sais que j'ai la bonne histoire. Voilà. Et par contre, quand je sens, en fait, je sens les choses qui sont pas justes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le personnage, il n'est pas honnête avec lui-même, en fait, enfin, que nous, on lui a fait dire n'importe quoi, en fait. C'est vraiment de l'ordre de l'intuition, donc je suis désolé, pour le coup, ça c'est pas technique, mais je sais pas d'où ça vient. Et il y a peut-être un enseignement technique à en tirer quand même, c'est, j'ai l'impression, le fait de pouvoir être capable de se raconter son histoire à soi-même de manière très simple. C'est en fait le prolongement de ce que tu dis, mais... C'est vrai. Voilà, mais c'est ce qui se comprend bien, s'énonce clairement, quoi, de l'idée que tant que l'histoire ne peut pas être racontée de manière claire et concise, c'est un signe qu'il faut la retravailler souvent. T'as raison. T'es pas mal, hein. Parce que t'as raison, c'est vrai, la dernière fois... Bon, petite anecdote. Anecdote, une dernière, je sais pas quelle heure il est. Vous me dites si vous voulez vous coucher. On a commencé le développement de la saison 6 et à un moment donné, on écrit un premier épisode. Je sors de l'atelier, je suis pas convaincu. Pour répondre à madame là-bas. Je suis pas convaincu, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, quand je mets au propre le truc, donc à la fin, normalement, j'écris le résumé sur la première page. J'arrive pas à l'écrire. Et je me dis, il y a un problème. Et à partir de là, je me suis dit, ok, cet épisode, ça va pas. Bah, il est dans la poubelle aujourd'hui. On a écrit un autre. Voilà. Alors, on va essayer, madame là-bas, parce que comme ça, après, je fais ceux qui n'ont pas parlé encore. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, je trouve ça hyper enrichissant et précieux, tout cet échange. Vraiment, personnellement, je pense que c'est clair pour tous. Merci beaucoup déjà. Merci à vous. J'ai deux petites questions. Je veux savoir un moment, vous avez dit, voilà, parfois on a trop d'idées. Donc, quand on a trop d'idées, je sais qu'il y a plein de chemins possibles, c'est très relatif, mais comment faire, par quoi commencer, comment se structurer, et même quand on a une idée tout simplement, on sait qu'on veut raconter ça, on a des idées par-ci par-là un peu éparpillées, mais voilà, comment vous conseillez de commencer justement cette idée-là? Et une deuxième petite question, est-ce que vous conseillez justement de prévoir déjà la fin quand on pense à un projet, ou pas forcément, enfin, voilà. Je vais commencer par la fin. C'est vrai qu'après la première journée, souvent, ce que j'aime bien, moi, c'est quand on a déjà la fin. Même si elle va changer, c'est pas grave. Alors, je sais où je vais, en fait. C'est comme avoir acheté son ticket de train, je sais dans quelle gare je vais descendre, je vais à Bordeaux, ok, j'ai mon ticket, je vais à Bordeaux, c'est bon, je sais où je vais, je peux rentrer dans le train. Après, et les paysages, ils seront peut-être différents, il y aura peut-être une vache dans le pré ou pas, mais au moins, je sais où je vais. Donc ça, je le fais souvent au début, oui, c'est important enfin, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout comme ça, je sais pas si t'es comme ça, toi. Ça dépend si c'est série ou projet. Ou roman. Enfin, ouais. ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à écrire au fil de la pub, ça je n'y arrive pas moi personnellement. Donc c'est pour ça, hein, c'est comme ce que je disais à madame, je pense qu'on est tous très différents, et tant mieux hein, d'ailleurs. Donc c'est ça aussi l'alchimie qu'on doit réussir à trouver. Il y a des gens qui ont besoin absolument d'un truc, moi je sais que j'ai besoin de savoir où je vais en fait. Et pour votre deuxième question qui était la première, qui était sur le nombre d'idées, c'est pour ça que j'ai fait le fameux tableau dont j'ai parlé vite fait à un moment donné. J'ai fait un tableau dans lequel en fait je mets, quand les idées c'est pas les mêmes, elles vont pas ensemble, en fait je les mets, je les organise dans un tableau comme ça, elles ont chacune leur petite case. Et certaines en fait ne survivent pas à la fin de la saison, elles sont descendues, vous voyez comme dans le top 50, elles descendent, au bout d'un moment elles sortent du tableau, et puis à un moment donné, j'ai des épisodes comme ça qu'on n'aura jamais écrit, et que je peux plus écrire aujourd'hui. Tableau valeur, à partir du plus valeureux, le plus... je sais pas. Voilà, on les met et puis en fait j'organise si vous voulez. Vous voyez? Et des fois il y a des idées qui vont venir se marier ensemble hyper naturellement. Ça c'est marrant ça aussi. Quand il y a des fois, il y a tout d'un coup deux idées, vous avez deux idées dans le tableau, vous savez pas pourquoi, vous êtes sans arrêt, vous les gardez, et à un moment donné vous dites ah mais les deux ensemble ça fait une super histoire. Et des fois ça arrive comme ça. Donc gardez-vous tout ça, je sais pas, après les gens ont tous je sais pas si toi t'as des carnets, moi je sais que j'ai des carnets, je note des trucs, des fois je les rouvre pas, d'ailleurs, peut-être bête, hein. Mais peut-être, j'ai l'impression des fois on est différents tous, mais si t'écris le truc, tu sais, ça te reste en tête. Non? Oui, et si ça te reste pas trop non plus, c'est aussi un signe que c'était pas le cœur de ce que tu voulais dire. C'est ça. Ouais, c'est un bon test en fait de l'écrire. Ouais. Ah ouais. Et ça le fait aussi en atelier.
quand on se dit, par exemple, on discute pendant 1 heure, on se dit, c'est génial et tout, puis je commence à écrire. En l'écrivant, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, vous savez, c'est comme une espèce de révélation. Ah mais non, en fait, c'est nul. Comment j'ai pu me raconter ce truc-là et trouver ça génial? Et là, j'arrête tout le monde, je dis, oh, il y a un problème, là, c'est nul en fait. Regardez ce que j'ai écrit. Ah ouais, c'est vrai, c'est nul. Alors, soit c'est parce que je l'ai mal écrit, j'ai pas compris ce qu'on s'est dit, on le réécrit, on le retravaille, c'est peut-être vraiment nul. Il y a des gens qui ont un talent, petit aparté, des gens qui ont un talent pour vous raconter des trucs. Et genre, vous êtes là, vous dites, c'est extraordinaire ce qu'il m'a dit, puis la personne s'en va, vous l'écrivez, quand vous le relisez, vous dites, c'est n'importe quoi ce qu'il m'a dit. Ça ne veut rien dire. Mais pendant 1 heure, vous avez été fasciné, vous vous dites, ah putain, c'est génial, ça ne veut rien dire. Et après, va l'expliquer à la personne, ça. Juste dans le cadre d'un concept, justement, on va dire l'idée, en tout cas, c'est ce qu'on ressent à cet instant-là. Est-ce que vous conseillez de commencer par écrire une bible de personnages d'abord ou carrément un épisode? Même si encore une fois, c'est subjectif. Bah ouais, ça dépend des gens. Je me suis rendu compte quand même que quand on écrit, souvent j'ai quand même repoussé. Moi, j'aime bien d'abord développer les personnages, savoir un peu quel est mon cadre. Mais c'est moi, ça. Peut-être c'est peu, je sais pas. Mais que quand même, quand on écrit, là, tout d'un coup, on voit si ça vit ou si ça vit pas. Donc, et je sais qu'il y a des gens qui, par contre, ont envie tout de suite écrire. Vas-y, hop, je vais... par exemple, avec Thomas, la semaine dernière, lui, il avait envie d'écrire des dialogues. Je dis, vas-y, écris des dialogues, si t'as envie d'écrire des dialogues, fou, hein. Et c'est vrai que, hop, il a fait naître 2 personnages comme ça en écrivant des dialogues. Mais après, il n'y avait pas l'histoire. Donc il a fallu qu'ensuite on reparte en arrière et qu'on écrive l'histoire. Mais ça dépend de chacun. Madame. J'aimerais savoir, pour vous approprier les personnages, est-ce que vous voyez les dessins, les préparations graphiques Ça dépend. des personnages avant de l'écrire? Ça dépend. Est-ce que vous avez un œil sur la réalisation ensuite? Ça oui. Ça oui. La première question sur les personnages, il arrive que non. Pour exemple, là en ce moment, la saison 6, il y a des designs qui n'existent pas encore, on est en avance. Justement, j'essaie de pousser les équipes pour avoir ces designs-là, mais spoiler, on est en train de travailler sur je sais pas si je peux le dire ça. On travaille sur quelque chose d'important, et donc du coup, toutes les équipes sont concentrées sur ce gros projet. Donc moi, j'écris un peu. On a commencé l'écriture, mais du coup, il nous manque des personnages. Ils sont pas dessinés, donc on les dessine émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? On sait quand même quel personnage on veut raconter, pourquoi ils existent. Souvent, quand on crée des personnages, souvent je dis, en fait, vous avez Marinette et Adrien au milieu, et tous les personnages de la série sont créés en réseau autour d'eux. En fait, ils ont tous un rapport avec eux, ils racontent quelque chose. C'est comme moi j'imagine l'écriture comme un grand débat, en fait. Tu vois, c'est clair ou pas ce que je dis? Hein, ouais. C'est pour moi, c'est en fait, il y a Marinette et Adrien qui ont des histoires, cette histoire d'amour compliquée, très compliquée, et en fait, tous les personnages autour parlent de l'amour. Le prisme de la série, c'est l'amour, tout le temps l'amour. Le regard sur l'amour, sur la relation à l'autre, ou sur le secret et donc tous les personnages autour sont créés à partir de là. Donc après, peu importe, si vous voulez, des fois, d'ailleurs c'est ça quand on a fait les arches. Oui, c'était une thématique et les personnages qui étaient le reflet d'un positionnement par rapport à cette thématique. C'est ça que vous avez choisi. Ouais. D'ailleurs, en fait, oui, si, c'est dans ce sens-là, de toute façon, dès le départ, quand on a fini ça, ensuite on fait des réunions avec les designers et on leur raconte le personnage. Et d'ailleurs, rappelle-toi notre truc avec les 3, où en fait le designer n'arrivait pas, il nous sort 3 designs de notre première version des arches. Je vais essayer de pas spoiler. Il y a 3 nouveaux personnages dans la série, en saison 6. Et il y en a plus que 3 même, c'est juste un exemple, il y en a 3 parmi les autres. Bref, et le designer nous envoie 3 designs. Il est fort, hein, c'est celui qui a fait Ladybug et Chat Noir quand même. Le mec, il est un level, c'est un génie. Hein. Et il me dit, je les aime pas trop, et puis nous on les reconnaît pas, on se dit, non, c'est pas ça qu'on avait en tête et tout. On sent qu'il y a un problème, il y a un malaise quoi. En fait, ils sont pas bien écrits. En fait, c'est notre faute. Et du coup, il peut pas dessiner. Et il n'arrive pas à les dessiner. Et nous, on n'est pas content, personne n'est content. Les designers qui se calment sur vos textes. Là, c'est Chloé qui nous a sauvé la vie en réunion, en trouvant, on va pas dire ce que tu as dit, mais à un moment donné, elle captait un truc sur un personnage, elle dit un truc, et là, tout d'un coup, Thomas tourne, il fait, ah ouais, c'est ça. Le designer fait, ah, j'ai compris. Hop, et puis. Il faudrait écrire ces personnages-là. Je te les laisse. Hein. Ils sont pas sympathiques. Non. Et donc, voilà.
c'était ça la question? Oui, puis la réalisation, si vous avez un œil sur la Oui, bah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la production exécutive en fait, c'est-à-dire que, alors, je me mêle pas, je laisse les réalisateurs réaliser, hein, mais par contre si ça raconte pas l'histoire, on en discute. Comme sur Ikari Gozen. Si c'est pas drôle, alors que ça doit être drôle quand même, putain. Vous allez voir régulièrement ce qui se fait. Ah, tout le temps. Ah oui, tout le temps. Ah oui, tout le temps. Bah là, cet après-midi, j'étais avec les équipes, là, je suis venu directement du studio, là, à pied, et j'étais avec eux, je regardais des dessins d'une scène que j'ai écrite hier matin. C'était génial, ça. Hier matin, j'ai rajouté une scène dans un gros projet, et hop, tout à l'heure, je suis passé, et la storyboardeuse qui est exceptionnelle, là, elle était en train de dessiner ça, c'est extraordinaire, ça, c'est fou. Juste une dernière question, c'est qui le labo 3D qui vous... Il y en a plusieurs. Mais le principal, le début, c'est Samg, c'est fini. On va prendre une dernière question. Allez. Quand vous écrivez les scénarios, vous les écrivez en français, en anglais? En français. Et pour les envoyer après aux chaînes internationaux, du coup, vous les traduisez directement? Oui, on traduit. Et c'est ma chère Nolwenn, mon assistante depuis le début, qui traduit elle-même. Et pour les chaînes américaines, par contre, on fait ce qu'on appelle un polish américain. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui habite aux États-Unis et qui en fait revoit un petit peu nos expressions, parce que si vous avez une traduction trop littérale, un Américain il va trouver ça bizarre, quoi. Il parle pas comme nous, donc voilà. Et c'est pour ça que quand ça a été fait, on fait l'animatique, c'est en anglais, d'accord. On fait ensuite l'animation et à la fin on revient au français. Et donc la Nolwenn a à nouveau son travail, elle reprend le texte original en français et elle se débrouille pour qu'effectivement ça colle et qu'on ait vraiment ce qu'on a écrit dans l'atelier d'écriture et que ce soit cohérent. Voilà. On est bon ?